La nuit était profonde. On entendait des cris dans la tour. Une voix inconnue disait à ce bâtard de garder son sang-froid. Il venait juste de commencer, après tout, alors ne le laissez pas s'évanouir. On lui a de nouveau injecté le stimulant. Cela fait 461 secondes. Il a tenu beaucoup plus longtemps avec ce réactif aujourd'hui. Au vu de ses résultats, on peut dire qu'un sujet d'expérience talentueux est une très bonne chose. Tour magique de Mogemirn. 461 secondes après la 72e stimulation du circuit de puissance magique. On peut déjà dire que le cercle magique a été activé et que la réaction d'immunisation a été supprimée. C'est un bon résultat. On lui a également injecté un stimulant qui augmente sa mémoire. Cette tour magique est connue pour être la plus puissante de l'Empire. Et c'est là qu'il meurt lentement. Pourquoi quelqu'un comme lui, dont l'esprit doué a été reconnu, s'est retrouvé dans cet endroit? Après cela, le gars a été activé de force avec un stimulant. Le protagoniste les a suppliés d'arrêter. L'homme n'aimait pas le bruit qu'il faisait. Il a demandé à faire un rapport lorsque l'expérience serait terminée. Cet homme était le chef de la tour. C'est vraiment injuste. Pourquoi diable mourrait-il dans la tour où il avait tant rêvé d'être? Son sang a rempli le cercle magique. On le prit par les cheveux, lui disant de rester conscient. Un homme aux cheveux blonds demanda à Verdun comment il se sentait. Il n'était pas un grand mage, mais il avait réussi à se confesser parce que les gens avaient un peu loué son intelligence. C'est pourquoi sa force vitale et ses connaissances étaient extraites dans un laboratoire de recherche secret. Il avait tellement envie de voir Verdun faire son malin habituel, de voir ce foutu petit malin faire ses preuves. Dans l'état où il se trouvait, il ne pouvait même pas s'évanouir. Son regard se posa sur autre chose, ce qui lui fit ignorer toutes ses paroles. L'homme aux cheveux blonds ne se rendit pas compte de ce qu'il regardait si attentivement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'aperçut que les fourmis expérimentales s'étaient échappées. L'homme exigea qu'elles réparent le problème. Cette bande de salauds ne pouvait même pas s'en occuper. Ces crétins ne peuvent même pas faire ce que Waller a dit. Quand on y pense, c'est à peu près le même insecte. Il n'a même pas un gramme de pouvoir magique pour briser les chaînes. C'est pour ça qu'il n'a manqué à personne. Et c'est tant mieux. Après tout, grâce à lui, ils ont maintenant un sujet expérimental de rang ES. L'ami avec lequel il est entré dans la tour magique a été sponsorisé pour étudier à l'étranger. Ils ont même sympathisé avec Rowellin pour avoir un tel ami. Quelle était la raison pour laquelle tout cela se produisait en premier lieu? Il s'était posé cette question trop souvent. Mais au dernier moment, il s'est rendu compte de la situation. Pourquoi diable tout cela arrivait-il maintenant? Verdun leur demanda de se taire. Waller lui demanda ce qu'il marmonnait. Il leur a crié de se taire. Tout arrive parce qu'il est faible. Tout a commencé il y a 15 ans. Il n'avait pas de parents et a grandi dans un orphelinat. Son rêve était de devenir un incroyable mage. Il a fini par aller dans une tour de magie pour étudier la magie. Mais il avait beau essayer de devenir un mage, il n'y parvenait pas. Dans la restriction du développement, rang 1. À l'âge de 7 ans, il a passé un test pour savoir s'il était compatible avec la magie. Le résultat a montré qu'il ne pouvait pas devenir magicien. Il n'avait tout simplement pas de talent. Ce fut un coup fatal pour lui. Mais le garçon n'a pas abandonné. Devenir magicien était son rêve ultime. C'est pourquoi Verdun prit secrètement les livres laissés dans les chambres pendant qu'il faisait le ménage. Il intériorisa également de nombreux livres de la bibliothèque de la tour magique. Même s'il n'avait aucun pouvoir magique, il ne doutait pas de son intelligence. Plusieurs années passèrent ainsi. Finalement, il devint chercheur à la tour magique. Là-bas, on l'appelait un génie. Mais même génie est un euphémisme. Comment un chercheur ordinaire pourrait-il penser à une telle chose? Cela est reconnu non seulement par toute la tour de magie, mais aussi par son chef, M. Balrog. C'est alors que Verdun a réalisé une vérité qu'il ignorait. Son esprit n'est pas un simple talent. Il fait partie du monde des génies. Il remercia Lucar pour ses paroles. Il lui restait à prouver cette thèse avant sa présentation. C'est là que l'homme s'est rendu compte qu'il ne l'avait montré à personne d'autre, seulement à Lucar. Verdun confirme qu'il ne l'a partagé qu'avec lui. Lucar est le seul chercheur proche qui a reconnu le protagoniste. Il pourrait avoir une chance de rester dans la tour, non pas en tant que serviteur, mais en tant que scientifique. C'est ce qu'il pensait, jusqu'à ce que Lucar publie les travaux du protagoniste en les faisant passer pour les siens. Verdun l'a appris trop tard et s'est immédiatement rendu auprès du chef de la tour. Le garçon a demandé à être cru. Il avait tout inventé, n'est-ce pas? L'œuvre a disparu la veille de la présentation, et par la suite, elle a été présentée par Lucar en son nom propre. Veut-il vraiment dire que l'auteur de la théorie de la continuité multidimensionnelle est Verdun? L'estimé chef de la tour magique de Bohémirn, Balrog Bessias. Il ne va pas laisser passer ça. Verdun a demandé la permission de tout expliquer depuis le début.
Mais le chef de la tour magique a seulement répondu que c'était surprenant. Il n'avait pas réalisé qu'il existait un tel talent dans les rangs des explorateurs ordinaires. Si seulement il n'était pas allé à la tête de la tour ce jour-là. S'il s'était contenté de s'enfuir, puis de quitter la tour. Balrog lui avait dit de venir à son laboratoire dans 2 jours, quand la lune aurait disparu. Serait-il capable de vivre normalement pendant les 7 prochaines années? C'est ainsi qu'il fut emprisonné de force dans le laboratoire du chef de la tour. Ce misérable bâtard résiste toujours. Alors demain, qu'ils s'attendent à une augmentation de l'intensité de l'expérience. Verdant est devenu un travailleur de jour et un sujet d'expérience de nuit. Ils ont dit qu'ils essaieraient de créer un cercle magique en lui pour confirmer sa propre théorie. Qu'ils injecteraient des drogues dans ses veines et observeraient des réactions. Qu'ils testeraient l'efficacité de nouvelles herbes. On lui a également dit que sa vie serait consacrée à la tour magique. Personne ne l'a cru lorsqu'il a tenté de révéler la vérité. En réponse, le chef de la tour a commencé à menacer de tuer tous ceux à qui il tenait. C'est fini. Que pouvait-il faire dans cette situation? C'était comme si un souvenir de leur enfance défilait devant eux. Lorsque Verdane se précipitait pour aller chercher Rowellin, on avait dit à ce jeune ouvrier de se dépêcher, il était au service du maître magicien. Rowellin proposa à Verdane de devenir ensemble de grands mages. Il doit s'engager à le faire. Ils s'attachèrent leurs promesses sur leurs petits doigts. Le garçon se demanda ce qui se serait passé si son potentiel de développement avait été un peu plus élevé. Les choses se seraient-elles passées différemment? Il doit reconnaître que c'est déjà fini. Il entendit à nouveau le même son. C'est le son qu'il entend chaque fois qu'il expérimente. Il ne sait même pas s'il a encore de la force. Il est peut-être plus facile de mourir. Mais il n'en a pas envie de toute façon. Il est encore tôt. Rien n'est encore joué. Pour la vengeance et la survie. Il doit s'accrocher, serrer les dents et endurer. Et puis il renaîtra. Il ne sera plus piétiné et il acquérera une grande puissance. Il dépassera ses capacités. Rien n'est vraiment fini. Il doit aiguiser sa lame pour se venger des 7 dernières années, avec tout ce qu'il a jusqu'à ce qu'elle soit aiguisée. Verdant ne se brisera pas et résoudra ce seul problème. Face à la grande puissance, il ne suffit pas d'être plus intelligent que les autres. Puisque c'est le cas, il doit défier le destin. Il va défier les limites de la théorie et achever la création d'une méthode de remodelage du corps. La théorie de l'affrontement avec les cieux. Il dessine un immense cercle magique. Demain, ce type dépassera ses capacités. La théorie de l'affrontement des cieux, tant attendue, qui permettait de reconstruire son corps. Elle a été achevée au moment où il a accepté la mort. Il ne reste plus qu'à la prouver. Cet artefact peut permettre d'utiliser une magie ponctuelle sur quelqu'un qui n'en a aucune. Il se développera au fur et à mesure. Demain soir, il retrouvera sa liberté. La nuit tant attendue est passée. Et enfin, le jour est venu où il va mettre son plan à exécution. Waller l'a surpris. Il est temps de nettoyer le labo. Il a dit à ce type de ne pas rester là, d'aller essuyer le sang et de soigner ses coupures. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pleuré après une si petite expérience. Quelle ordure. Waller est furieuse parce que ce type ne lui répond pas du tout. C'est comme s'il ne l'entendait pas. Verdant a répondu qu'il le ferait. Il entendit une voix familière qui lui demandait s'il nettoyait seul. C'était Rowellin. Verdane se demanda ce qu'elle faisait ici. Rowellin était venue ici pour dire au revoir à son amie avant qu'elle ne parte. Après tout, elle lui avait dit qu'elle allait maintenant étudier à l'étranger, dans la cité magique de Virant. Seuls les talents les plus distingués de la tour magique pouvaient espérer un tel privilège. Guy la félicita et lui souhaita que tout se passe bien. Rowellin répondit que son offre tenait toujours. Elle voulait qu'il l'accompagne à Virant. Là-bas, il n'aurait pas à faire face à des imbéciles ignorants qui le méprisaient. Il pourrait y trouver de nouvelles opportunités d'apprendre la magie. Rowellin tenta de justifier ses propositions en disant qu'elle voulait juste parler à quelqu'un. Cependant, Verdane voulait rester ici. Cette décision l'a même contrariée. Quoi qu'il en soit, ils échangeront des lettres. Elle ne sait rien après tout. Elle ne sait pas ce qui se passe ici. Elle ne sait pas ce à quoi le protagoniste a été exposé pendant tout ce temps. Et pourtant, il lui est reconnaissant d'une chose. Rowellin n'interviendrait pas dans son plan. Le festival de la magie. L'un des festivals les plus célèbres au monde. Il commémore la construction de la première tour magique. Il célèbre la renaissance de la magie. C'est le jour le plus chargé de la tour. Au début du festival, tous les mages de haut rang partent pour les grandes villes. Seuls les moins gradés restent sur place. Il rencontra un autre mage qui lui demanda ce qui l'amenait ici à cette heure. S'il ne s'agissait de rien d'important, il s'en chargerait. Verdant répondit que le chef de la tour lui avait demandé de nettoyer le coffre à bijoux. Il aurait donc dû demander la permission avant. Ce bon à rien n'y avait même pas pensé. Après tout, il avait autorisé ce type à se rendre dans la chambre forte. Cependant, il aurait bien du mal s'il osait égratigner ou perdre quoi que ce soit.
Dès qu'il fut entré, il activa l'artefact qui bloquait les sons. C'était le moment de commencer. Il arriva à l'endroit où se trouvaient 3 sceaux magiques. Le deuxième cercle, des artefacts anciens, pour la création desquels le chef de la fable a dépensé une somme astronomique. Il permet au mage d'utiliser 3 sorts et éveille temporairement les talents cachés de son porteur. Pour réaliser son plan, il a besoin de ce bâton. Et pour le prendre, il doit désactiver le cercle magique protecteur. Devant lui se trouve un sort de 7e niveau que le chef de la tour a lui-même lancé. Il a passé les 7 dernières années à apprendre à l'annuler. Le chef de la tour est très fier de ce cercle magique. C'est un sort qu'il va briser avec sa propre force. Pendant que tout le monde profite de la fête, il faut protéger la source d'énergie. C'est inévitable. Après tout, ils ont tiré à la courte paille. Il n'a donc aucune patience. S'il s'agissait d'une question de compétence, il serait certainement choisi. Il a remarqué l'arrivée de Verdun, et c'était plutôt opportun car l'homme a exigé d'apporter plus de boissons. Quand l'homme sera devenu chef de la tour, il ne boira plus jamais d'alcool aussi bon marché. Son interlocuteur lui demanda s'il pensait vraiment qu'il serait si facile de devenir chef. S'il devient le chef de la tour, il a même décidé de lui fournir de l'alcool. Il se souviendrait de ses paroles, et il deviendrait définitivement le chef de la tour. Cependant, son souhait n'était pas destiné à se réaliser. Sous les yeux du jeune homme, son interlocuteur mourut. Il fit immédiatement demi-tour et demanda ce que faisait cet idiot. Selon lui, Verdun avait définitivement perdu la tête. C'était le genre de réaction à laquelle le protagoniste ne s'attendait pas. Comment ce rat pathétique osait-il s'en prendre à un mage? Il ferait mieux de se faire soigner le cerveau. Il utilisait une magie de niveau 3, la magie du tsunami. Le protagoniste utilisait également une magie de même niveau, une lance de terre. Il n'a pas pu résister à ce sort. Cet homme avait une première blessure pitoyable, après tout. Comment a-t-il pu utiliser la magie? Il semblait surpris que le sujet des expériences soit capable d'une telle chose. Voilà ce qui arrive quand on flirte trop avec les gens. Cet homme est le chef de la tour. Ici, il s'est occupé d'un autre mage. Il a utilisé leurs empreintes digitales pour entrer dans la pièce qu'il gardait. C'était la première fois qu'il s'approchait aussi près de la source d'énergie de la tour magique. Il lui avait fallu 7 ans pour en arriver là. Maintenant qu'il utilise le mana de la source, il va commencer à affronter les cieux. Si Verdun échoue, il ne sait même pas ce qu'il adviendra de lui. Mais s'il n'essaie pas, il n'en saura rien. Un sceau magique apparut sous ses pieds. Ensuite, il utilisa ce pouvoir pour commencer la reformation de son corps. Affronter les cieux. Un immense rayon bleu recouvrit la tour magique. On pouvait le voir de loin. Bien sûr, il vit également une énorme poussée d'énergie provenant de la source. Cela signifiait que personne ne s'était introduit dans sa tour magique. Grâce à ce sort, la tour magique fut complètement détruite. Heureusement, le protagoniste était en vie. Verdun remarqua également que la puissance était si destructrice qu'elle emporta un bâtiment entier. Il est même resté en vie. Ce qui signifiait que tout s'était bien passé. Ensuite, au loin, il vit quelqu'un se déplacer dans les cercles magiques. C'était le chef de la tour magique. Hésitant, l'homme sentit que quelque chose était arrivé à ses hommes. Il canalise son pouvoir pour tuer le protagoniste. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'aperçut que quelque chose n'allait pas. Sur le sol, il vit un cercle de téléportation magique. Comment avait-il osé toucher à la tour magique? Elle ne se souciait pas de savoir qui c'était. Même s'il s'agissait de l'empereur lui-même ou d'un petit enfant, il trouverait cette personne et l'achèverait de ses propres mains. Il était tellement endormi, il ne pouvait même pas bouger. J'aimerais qu'il reste ainsi plus longtemps. Verdun entendit le bruit de l'eau. Il l'a également goûté. Il se réveilla immédiatement, sans se rendre compte de l'endroit où il se trouvait. Il devait courir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il vit son reflet. Que s'était-il passé en premier lieu? Son apparence avait changé. Verdun ne comprenait pas pourquoi il était comme ça. Les cheveux bruns qui l'accompagnaient depuis l'enfance étaient devenus cendrés. Les pupilles noires s'étaient éclaircies. Les yeux étaient maintenant d'un bleu pur. C'était comme s'il était devenu une personne complètement différente. Peut-être s'était-il passé quelque chose pendant la reconstruction du corps. Quoi qu'il en soit, il semble que cette magie ait fonctionné. Il s'était occupé des gens de la tour magique. Il s'était occupé de la confrontation avec les cieux. Et avant que le chef de la tour ne puisse le trouver, il disparut rapidement en utilisant la magie de téléportation. C'est ainsi que Verdun s'est retrouvé ici. Jamais il n'avait vu une telle forêt. Il n'y avait pas de plantes comme celle-ci dans la tour magique, ce qui signifiait qu'il s'était téléporté à travers la moitié d'un continent entier. En d'autres termes, il a réussi à transformer son corps et à s'échapper à temps par le cercle magique prévu à cet effet. Enfin, il était libre. Il était même curieux de savoir ce que ressentait ce chapitre de la fable. Il était certain que l'homme était furieux. Puisque la tour avait été détruite, ils allèrent devoir trouver le coupable et découvrir que leur rat de laboratoire s'était échappé.
Mais ce n'est pas suffisant pour faire tomber la tour magique. Même s'ils ont perdu leur personnel, Verdan est persuadé que le chef prendra des contre-mesures. Ce n'est pas pour rien que Belrogue Bessian a été surnommé l'homme tout-puissant. Mais cela suffit pour l'instant. La tour sera reconstruite, et pendant ce temps, il deviendra plus fort pour se venger. Verdan détruira tout ce qu'il construit sous ses yeux. Et le nom du protagoniste sera conservé dans l'histoire. Se venger et s'épanouir en tant que mage. Tels sont ses objectifs. Il semble que nous puissions déjà dire adieu à la tour magique. Pendant ce temps, le monstre ouvrait la boîte avec sa hache. En même temps, Verdan utilisait le coupe-vent. Avant que le monstre ne puisse faire quoi que ce soit, il mourut dans la même seconde. Le gars n'a pas senti de différence. Il semblait y avoir un problème lors de la reconstruction du corps. À l'exception de la couleur des yeux et des cheveux, l'apparence était pratiquement inchangée. Même le volume de mana était le même. Pour l'instant, il n'avait aucun moyen de savoir ce qui s'était passé. Ce n'est pas une bonne chose. Puisqu'il y a des gobelins dans les environs, le village doit être loin. Il remarqua également des traces de charrettes sur le sol. On dirait que quelqu'un était pressé et a déposé ses affaires ici. Pour tout savoir, il utilise la détection de mana. Il doit trouver le propriétaire de la caisse. Grâce à ce sort, il a pu détecter un homme qui poursuivait un cheval assis dans une charrette. L'homme ne se rendait pas compte qu'il s'était mis tout seul dans cette situation. Qu'il soit tombé sur les restes des bandits, dont le nombre semblait avoir été récemment réduit, n'était pas un problème. Son incapacité à négocier, son discours sur ses liens avec le baron Pitt, et le fait que tous les mercenaires s'étaient dispersés par peur n'étaient pas non plus un problème. Sauf que c'était quoi ce sourire effrayant sur le visage de l'orque alors? Heureusement qu'il était occupé à attaquer ces bandits à l'époque. Sans eux, il serait déjà mort. Il entendit le rugissement des monstres et pensa qu'ils en avaient après lui. L'homme continua à conduire les chevaux. Le carrosse heurta un arbre et se renversa. Heureusement, il s'en sortit. Mais son dos lui faisait mal. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua que les monstres l'avaient déjà atteint. Ils étaient nombreux. L'homme n'arrivait pas à croire qu'il allait être achevé par ces monstres sans valeur. Il l'attaquait pour le tuer. L'homme ferma les yeux, car il comprenait que c'était la fin. À ce moment-là, un mur de terre apparut autour de lui. Mais le problème, c'est qu'il avait oublié de laisser un trou d'air pour l'homme. Tous les monstres tournèrent leur attention vers l'homme qui était venu. De toute façon, Verdan pensait pouvoir les affronter jusqu'à l'étouffement. C'était son premier vrai dieu, à l'exception de ce gobelin. C'était aussi l'occasion rêvée de tester ses capacités. Pour ce faire, il utilisa plusieurs flèches de feu. Les autres monstres commencèrent à brûler vifs. Le chef, lui, ordonna à ses frères d'attaquer cet homme. Après cet ordre, ils se précipitèrent immédiatement à l'attaque. Ils combinaient 2 sorts, flèches de feu multiples et tourbillons. Double sort, une vague de flèches de feu. Il y eut une énorme explosion. Et pourtant, Verdan était surpris. Avant, il n'aurait pas été capable de tuer un seul gobelin. Mais maintenant, il semblait n'y avoir plus personne en vie. Nous devons libérer cet homme avant qu'il ne meure. Sinon, le protagoniste aurait fait tout ce chemin pour rien. Cependant, il y avait un autre monstre derrière lui. Le gars ne s'attendait manifestement pas à ce qu'il y en ait un autre en vie. Un peu plus tard, l'homme s'est présenté. Il s'appelle Conrad. Il n'oubliera jamais cette journée. S'il n'y avait pas eu ce mage, il n'aurait certainement pas non plus réussi à sortir vivant de cette pagaille. Le Conrad demanda alors comment il devait payer. Verdan lui dit simplement de faire attention à la route, sinon le chariot se renverserait à nouveau. J'ai presque oublié de demander. Conrad voulait savoir si Verdan était en danger ou au moins menacé par une horde de monstres. Mais il s'excusa si cette question était stupide. Ce type parle trop. Cependant, c'était effectivement un peu dangereux. Mais à ce moment-là, le gars n'était pas troublé même si un monstre survivait. Pour le tuer, le protagoniste a utilisé un coupe-vent. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Verdan voulait savoir s'ils apparaissaient souvent dans cette zone. Il avait entendu dire que les voleurs évitaient généralement les endroits où vivaient les monstres. Mais c'était la première fois que Conrad les rencontrait ici aussi. Cette forêt est sous le contrôle du baron Pitt. Lorsqu'il était enfant, les 2 hommes échangèrent souvent des lettres. On lui avait dit que le vol avait été exterminé sur ce territoire. Il a donc pris le chemin familier, sans emporter les mercenaires coûteux avec lui. Mais la chance semblait l'avoir abandonné aujourd'hui. Verdan pensait que la téléportation avait échoué, mais apparemment il avait été transporté au bon endroit, puisqu'il se trouvait sur les terres du baron Pitt. Même s'il a effacé toutes les traces de son changement d'apparence, la tour magique de Bohémirn pourrait être à sa recherche. La meilleure solution est de cacher son identité et de devenir plus fort. Il semble que le personnage principal ne se soit pas encore présenté. Ce n'est pas encore le moment où il utilisera le nom de Verdan. Pour l'instant, il se fera appeler Asher, et il utilisera son vrai nom lorsqu'il rencontrera le chef de la tour.
Le domaine du baron Pitt. Le baron demande à Conrad ce qui lui est arrivé. Il a dû perdre du poids. On dirait qu'il a perdu du poids en fuyant les orques. Le baron s'est immédiatement excusé et lui a demandé s'il allait bien. Non seulement il avait été attaqué par des voleurs, mais aussi par des monstres. Conrad lui demanda de ne pas s'inquiéter, car ce n'était pas la faute du baron. Ce dernier remarqua immédiatement le M&H qui avait aidé Conrad. Le baron ne va pas rester à l'écart, puisque le sauveur de son ami se trouve juste devant lui. Il escorte donc le protagoniste jusqu'au manoir. Asher remercie pour les vêtements, la nourriture et le logement fourni. L'homme ne s'est pas encore présenté. Il s'agit du gouverneur de ces terres. Le baron Pitt Enrod. Il connaissait déjà le nom de ce mage. Pitt a également demandé si la nourriture était à son goût. Asher répondit que c'était délicieux. Pour sauver Conrad, il avait préparé 5 millions d'élans. Il lui demanda donc simplement de lui dire quand les lui remettre. On pourrait croire que le baron est pressé, mais si ce mage n'y voit pas d'inconvénient, il aimerait l'engager pour ce travail. Le salaire serait décent. Il faut de l'argent pour atteindre ses objectifs. De plus, il pourrait exercer ses capacités magiques au combat. Asher se renseigna donc sur le travail. Il y a quelques jours, les corps des pendus ont été retrouvés dans la forêt du Sud. L'enquête a révélé qu'ils étaient tous des habitants d'un village agricole voisin. Un village qu'ils ont trouvé en ruine. Au début, ils n'étaient ni pas sûrs de l'identité du bandit, mais plus tard, ils ont découvert que c'étaient les bandits qui avaient fait de leur mieux. Cependant, après avoir fouillé toute la région, ils n'ont rien trouvé. C'était comme si toutes leurs traces avaient été effacées par la magie. Il était fort possible qu'il y ait un magicien parmi eux. Il va sans dire que tout est suspect. Asher lui demanda quand il prévoyait de faire la traque. Il prévoit de le faire dans 3 jours. Le chevalier du baron Pitt lui dit bonjour. Il était également chargé de la mission. Le chevalier des Douves s'appelle Enoch. Celui qui a les cheveux noirs s'appelle Harris. Et le jeune Peric. Peric était ravi de rencontrer Monsieur Mage. Asher serra également la main du chevalier et lui donna son nom. Il pensait que c'était une bonne occasion, mais il ne s'attendait pas à devoir poursuivre les bandits. Il pensait simplement que le personnage principal lui rendait la monnaie de sa pièce pour être resté ici. Asher vous demande si le reste des chevaliers sera avec eux. Enoch vous répond qu'il s'agit d'aventuriers. Apparemment, ils ont eu vent des récents orgueils et se sont tous rassemblés ici. Il s'agit probablement d'un paiement pour avoir tué le grand maître. Il y a même des aventuriers de rang or ici. Les aventuriers de rang or sont du même niveau que les chevaliers ordinaires. En d'autres termes, ce sont des vétérans chevronnés qui savent comment utiliser l'énergie pour s'améliorer et améliorer leurs armes. La rumeur dit qu'à ce rang, ils sont capables de tuer des monstres. Pour continuer ainsi, ils avaient besoin d'un protagoniste. Malgré la présence de 3 chevaliers, Enoch demanda de leur faire savoir s'il y avait bien un mage parmi les bandits. Asher se demanda pourquoi ils en avaient besoin. En général, les mages de second rang sont aussi forts que les chevaliers. Mais ce serait difficile s'ils commençaient à utiliser des sorts à distance. Le mieux, bien sûr, serait qu'il n'ait pas à faire face à un mage. Il semble qu'il n'ait pas eu de chance dans cette situation. Il comprit immédiatement le sens de ces mots. Il y a un cercle magique devant eux. Il utilisa un sort de dispersion. Tout le monde fut immédiatement surpris de voir qu'un cercle magique était soudainement apparu. Comment une telle chose pouvait-elle se trouver sur leur territoire? Il semble que le sort qu'Asher venait de lancer était un camouflage. Il dit donc au chevalier de rester ici et qu'il irait enlever le reste. D'un geste de la main, il parvint à faire disparaître le cercle magique. Enoch n'arrivait pas à croire que ce type était capable de détruire un tel cercle magique aussi facilement. Qui était-il d'ailleurs? Les explorateurs sont des membres d'une guilde qui reçoit des commandes de tout le continent. Qu'il s'agisse d'explorer des territoires inconnus ou d'effrayer les monstres qui dérangent les gens. La mort suit toujours les aventuriers, mais malgré cela, les gens les admirent. En effet, l'habileté est synonyme de richesse et de renommée. Cependant, lorsque l'aventurier devient trop fort, ayant survécu à de nombreuses situations au cours desquelles il s'est retrouvé au bord de la mort, celui-ci, consumé par ses désirs et abandonnant son honneur, cesse de se contrôler et pointe sa lame sur d'autres personnes. Il finit par devenir un simple brigand. Les dégâts causés par l'attaque de Pitt n'ont pas été compensés, et voilà qu'ils sont soudain attaqués par des orques et des gobelins. Sans parler du fait que les provisions se font rares. Mais qu'est-ce qu'ils font? Arrêtez de regarder, il leur a ordonné d'aller chasser. On dirait que ce sont eux. Harris demande à Sir Enoch ce qu'ils doivent faire maintenant. Ils attendent les instructions du chevalier. Ils avaient baissé leur garde, ils devaient donc attaquer tout de suite. Mais le protagoniste l'en empêche. Asher les accompagne en tant que combattants de la magie. Mais ils n'ont pas encore évalué la force de l'ennemi. Si leur magicien a plus de cercles que le protagoniste, ils risquent de perdre. Cependant,
Il ne faut pas laisser ces gens s'enfuir. Il s'en rend compte lui-même. Il n'y a qu'une seule solution. Après tous les efforts qu'il a déployés pour étendre son territoire de travail, les subordonnés embauchés dans les anciens villages ont également été tués. Son interlocuteur, quant à lui, ne supporte pas ces jérémiades. Il vaudrait mieux réfléchir à la façon dont il devrait être. Qui aurait cru qu'un orgue riant comme un bouffon viendrait clouer le bec à tous les subordonnés? Varja n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire lorsqu'il travaillait comme chercheur. Si seulement il n'avait pas été pris en train de tuer un autre chercheur pour de l'argent. Cette époque lui manquait. Varja proposa à Vilaine d'attaquer un autre village. Mais le garçon refusa, car le baron était irrité par les hommes pendus aux arbres. Vilchen mentionna qu'il se cachait grâce à la magie de dissimulation. Mais il était temps de se mettre en route. On dit qu'il y a une ville appelée Martès dans les environs. Il parlait d'un plan pour piller le prochain village quand soudain une flèche enflammée vola près de lui. Il y a eu une explosion. Ils ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'une explosion inhabituelle, mais magique. Il était clair qu'ils avaient été découverts. La barrière avait été franchie. Et Wilchen sentit le recul. La barrière de mana est une capacité de défense qui s'applique rapidement. Mais elle est facile à détruire car elle n'est pas très résistante. La destruction de la barrière envoie un contre-coup aux lanceurs de sorts. Maintenant, leur pouvoir est clair. Asher s'occupera du mage comme convenu. Cette fois, le baron a envoyé des hommes pour les tuer. Il a même engagé le mage et les autres. Cependant, même ce plan n'aboutira pas. Varja ne fera qu'envoyer des têtes au baron en retour. Enoch ne fit que rire. Comme il était terrifié. Qui le sait s'il en est capable? Pendant ce temps, le protagoniste était occupé à conjurer des sorts de terre. Vilchan voulait s'enfuir, mais ce type le poursuivait. Heureusement pour lui, il utilise un mur de terre. Seuls ceux qui ont 3 cercles ou plus peuvent voler. Et ce type n'a que 2 cercles. Vilchan se demande combien de temps il va rester là. Il utilisa plusieurs flèches de glace pour attaquer. Il a décidé de frapper le premier. Puisque ce type n'est qu'à 2 cercles, il le tuera avant qu'il ne parte. Asher utilisa plusieurs flèches de feu. Les 2 sorts s'entrechoquèrent. Ils se détruisirent l'un l'autre, laissant le sol marqué. Pas mal pour un homme avec 2 cercles, mais il a choisi le mauvais adversaire. S'il était venu avec un chevalier, la position de Vilchen serait désavantageuse. Mais avec ce seul homme, il pourrait se débrouiller et s'échapper. Cependant, Asher n'avait pas l'intention de le laisser partir. Quelle assurance et quelle capacité à utiliser des attributs magiques complexes à un si jeune âge. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas rencontré un talent aussi prometteur. Ce gamin ne semblait pas s'attendre à ce que sa fin arrive. Wilshin utilisa la magie du 3e cercle. Chute de glace. Il jeta ce sort sur le protagoniste pour qu'il meure enfin. Mais il s'est passé quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Ce type a réussi à arrêter le sort avec ses lances de terre. Asher serra alors le poing, et les lances de terre brisèrent la glace. Comment un mage à 2 cercles pouvait-il utiliser le sort de lance de terre du 3e cercle? Le protagoniste lui répondit de le laisser deviner lui-même. Non seulement il a utilisé le sort du 3e cercle, mais il a aussi 4 attributs. Cette personne l'avait trompé du début à la fin. Il a payé de sa vie son arrogance. Pour l'instant, c'est une bonne chose qu'un huissier soit venu ici. Il savait maintenant comment se battre contre un mage. Mais tout n'était pas aussi bon qu'il n'y paraissait. 2 jours avant l'expédition, il avait créé un médicament expérimental à l'aide d'ingrédients provenant de la tour magique. Il l'avait surnommé l'allongeur de chaînes magiques. En repensant aux journées infernales passées dans la tour magique, il n'avait plus envie de refaire des expériences sur des humains. Pourtant, c'est grâce à cela qu'il avait pu obtenir le 3e cercle. Il semble que cette personne soit morte. Il faut apporter la preuve de sa victoire sur les bandits pour qu'il soit cru. Et il faut qu'il soit digne de confiance. Soudain, la baguette du mage mort attira son attention. Il décida de la tester avec un sort d'évaluation. Il s'agit d'une baguette magique en pierre sur laquelle est jeté un sort. Elle raccourcit le temps de lancement des sorts et augmente l'efficacité de ceux qui impliquent de la glace. Cela pourrait s'avérer très utile. Sir Peric s'est précipité sur Asher, se demandant s'il allait bien. C'est une bonne chose que le protagoniste aille bien, car l'homme s'inquiétait pour lui. Asara expliqua qu'il était plus fort qu'il ne le pensait, et qu'il fallait donc s'en occuper. Peric regarda autour de lui, et à en juger par la dévastation autour de lui, il pouvait dire que le combat avait été difficile. Asher se demanda si les bandits étaient déjà finis. Ce qui restait à faire, c'était de s'occuper de leur chef. Sir Enoch s'en occupe actuellement. Ils devraient avoir fini quand ils arriveront. Le protagoniste demanda s'il pouvait poser une question. Peric, bien sûr, n'y voit pas d'inconvénient. Que va-t-on faire des biens des bandits? Le seigneur a le droit de prendre tout ce qui lui tombe sous la main, s'il n'en a pas besoin lui-même. Le baron Pitehope est vraiment un homme bon.
Cette baguette sera très utile au protagoniste. Enoch a félicité Asher pour son excellent travail. S'il n'y avait pas eu ce match, ils auraient eu de gros problèmes. Asher répondit que cela avait été une bonne expérience pour lui aussi. Tout le monde dans cette affaire avait fait du bon travail. Grâce à ces conversations, il a compris qu'il avait été tué par Vilshan. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Si ça continue comme ça, ils seront emmenés chez le Seigneur et exécutés. Et il ne peut pas mourir comme ça au village, après tout. Il a encore tant de choses à voir. Il n'y a pas le choix, ça vaut le coup de l'éviter. D'un seul geste, il se débarrasse de ses gardiens. Sans la magie de Wilshen, ils ne pourront pas être traités, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule issue. Il tuerait le chevalier, volerait son cheval et s'échapperait. Enoch réussit à saisir le poignet de l'homme avant qu'il ne frappe. Ensuite, il saisit l'homme par ses vêtements et le jeta par-dessus bord. Il ne comprenait pas du tout comment ce chevalier avait pu brandir son épée. Enoch ordonna qu'on l'attache et qu'il ne bouge plus. Pendant ce temps, l'homme lui demandait comment il avait osé rejeter ses épées. Où était sa fierté de chevalier? Enoch rit un peu et lui demanda de quoi il s'agissait. La fierté est un divertissement pour les vivants. Et ce bandit ne devrait même pas y penser. Enoch s'excusa pour cette scène inconvenante. S'il avait eu plus de temps, il lui aurait coupé la tête. D'habitude, il ne se battait pas comme ça. En fait, cela impressionnait Asher. Asher se demandait également pourquoi ils étaient restés en vie. Enoch avait entendu dire qu'il y avait des visages familiers parmi eux. Peut-être s'agit-il de survivants de l'attaque de la ville agricole. Ils ont l'intention de les amener au domaine et de découvrir qui ils sont avant de décider de leur sort. Harris leur ordonne de se préparer à retourner au domaine. Ils doivent mener les bandits derrière eux. L'homme, voyant son compagnon se faire soulever, décide de s'enfuir car il ne veut pas mourir de cette façon. Harris décide de s'en occuper lui-même. Mais il est arrêté par un huissier. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Ils ont entendu la voix du même évadé qui criait déjà à l'aide. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme a senti l'odeur du sang. Cet homme était probablement déjà mort. Et maintenant, quelque chose s'approchait d'eux, qu'ils allaient devoir affronter. Harry bloqua immédiatement le coup. Il s'agissait en fait de la tête coupée de l'homme qui voulait s'enfuir. Les autres commencèrent à paniquer, ne comprenant pas ce qui se passait. Il pourrait y avoir des orques dehors. Il est tout à fait possible que ce monstre ne puisse pas être vaincu par les aventuriers. On ne peut pas parler d'orques. De plus, il n'était même pas seul. Asher en sentait 12. Il est fort probable que ce grand orque soit le chef des autres créatures. Il ressemble à celui de la dernière fois. Les coins de sa bouche sont longs, ce qui donne l'impression qu'il sourit. Et sa taille est encore plus frappante. Il domine les autres membres de l'espèce. Ce monstre doit être de niveau avancé. Il ordonna à ses subordonnés d'attaquer les humains dans sa langue maternelle. Enoch ordonna à tout le monde de prendre rapidement des positions défensives. Il devait d'abord se concentrer sur les gobelins. Il s'occuperait des orques plus tard. À peine avait-il fini de parler, qu'il dut immédiatement bloquer l'arme de l'orque. Ce coup puissant projeta le chevalier en arrière. Le sourire aux lèvres, l'orque s'apprêtait à l'écraser de son énorme pied. Harris et Peric l'en empêchèrent. Ils donnèrent des coups de poing sur la jambe de l'orque. Grâce à la perte d'équilibre de l'orque, Enoch put également contre-attaquer. Il commença à taillader le monstre avec son arme en glissant vers le bas. Mais il était évident que le monstre n'allait pas abandonner si facilement. Pour une raison ou une autre, on pouvait entendre qu'il riait. De son énorme main, il attrape le petit gobelin. Sous les yeux des gens, il commença à dévorer ses semblables. C'était un spectacle horrible et dégoûtant. Du gobelin qu'il avait mangé, il ne restait plus qu'un os, qu'il recracha. À présent, c'était comme s'il n'avait plus les blessures que les chevaliers lui avaient infligées un peu plus tôt. Les garçons supposèrent qu'il avait guéri en mangeant ses semblables. Enoch mentionna qu'il semblait qu'ils ne pourraient pas rentrer chez eux en paix. Ils étaient maintenant confrontés au deuxième round. L'orque leur lança son arme. Cette épée était juste devant le visage de Harris, qui réussit à la bloquer avec son épée à la dernière seconde. Cependant, il ne put bloquer cette force destructrice. Sa lame se brisa. À cet instant, il fut transpercé. Peric s'inquiéta immédiatement en voyant ce qui était arrivé à Harris. Enoch lui cria d'être plus prudent. Quand est-ce que ce monstre a eu le temps? De toute façon, Peric allait lui couper le bras. Mais il n'arrivait pas à percer la peau de la raclure. L'épée était coincée dans le muscle. Il ne pouvait même pas retirer son épée. Et le monstre s'apprêtait à le tuer. Asher, qui utilisait des lances de terre, intervint dans la bataille. Asher cria à Sir Peric de s'éloigner rapidement. Heureusement, Peric était indemne, mais il ne savait pas du tout quoi faire maintenant. Après tout, il ne pouvait même pas récupérer son épée. Asher pense que sa vitesse de récupération et son endurance physique ont augmenté après avoir mangé le gobelin. Peric a donné un coup de poing de toute sa force pour essayer de lui couper le bras. Il n'avait jamais entendu dire que les orques pouvaient être aussi forts.
Serait-ce une essence spéciale issue des légendes? Enoch, lui, ne le pensait pas, même s'ils étaient ainsi forts. La restauration et l'amplification par l'absorption. Contrôler ceux qui sont en dessous et provoquer la folie. Une force comparable à celle d'un chevalier. Il est clairement différent de l'orque moyen. S'il n'y a que ça, il est trop faible pour être qualifié d'entité spéciale. Les sorts normaux ont une limite. Même si vous ajoutez plus de magie, la zone d'effet ne s'étendra pas au-delà d'une zone fixe. Et si la limite est dépassée, la magie elle-même disparaîtra. C'est la loi de la magie. Cependant, il existe un sort sans limite. Contrôler la terre. Les guerriers sentaient le sol trembler. D'abord les monstres, et maintenant le tremblement de terre. Ils vont tous mourir ici, après tout. Enoch leur cria de rester calmes et de ne pas quitter leur position. C'est la magie d'Usher. Il l'a peut-être dit, mais comment peut-on rester calme dans une telle situation? Tous les gobelins tombèrent. Un énorme orc était également à terre, écrasant ses congénères. Asher utilisa le sort de boule de flamme du 3e cercle. Avec ce sort, il pouvait brûler tous ses ennemis. Péric était encouragé par la qualité de la combustion. Enoch lui demanda de garder sa dignité. Mais après tout, il était si heureux de les voir brûler. Le sort d'orbe de flamme du 3e cercle n'a pas de limite d'expansion. Cependant, aucun mage ne l'utilise comme sort principal. La quantité de mana qu'il requiert est une dépense incroyable qui n'en vaut pas la peine au vu du résultat. S'il avait assez de mana, le pouvoir serait plus puissant que celui du 3e cercle. Mais c'était au-delà de ses capacités. Cependant, il était toujours en vie. Il se remettait de la même façon que la dernière fois. Péric demanda ce qu'il devait faire maintenant, puisqu'il ne voulait pas brûler ou alors le laisser se noyer. Asher utilisa la vague. Une énorme vague s'abattit sur ses adversaires. Asher décida de leur sauter dessus. Ensuite, le gars utilisa plusieurs flèches de glace. Tempête d'hiver. Qu'il meure de froid. Double sort. Flèche de froid glacial. Tous les gobelins sont gelés aussi, même s'il peut se régénérer à l'infini ou ne pas ressentir la douleur. Dans son état de congélation, il ne peut pas bouger. Le protagoniste a utilisé une sphère de glace. Grâce à cela, la capture a pu être réalisée. La cité magique de Vir. La tour magique a fermé. C'est ce qu'annoncèrent les journaux. L'homme avait tout vu. On dit qu'il a fait sauter toutes les sources d'énergie et les tours. Le vieil homme à moustache lui demanda s'il y croyait vraiment. La plupart des mages sont morts. Le travail de la tour elle-même s'est arrêté. L'étendue des dégâts est trop importante pour que la seule cause soit l'explosion de la source. Les gens disent que c'est un châtiment divin ou que quelqu'un a construit l'explosion. Les mages étaient heureux d'avoir le temps de prouver la théorie qu'ils étudiaient. Ils se demandèrent de même si des lettres avaient été envoyées de la tour pendant qu'ils travaillaient. Quelqu'un devait avoir prévu de sceller la tour magique de Bohémyrne, puisqu'ils ne l'auraient pas fait eux-mêmes. Il avait entendu dire que des expériences secrètes étaient en cours dans son laboratoire souterrain, et il se demandait quelle était la raison de cette attaque. Soudain, un inconnu l'attrapa par les vêtements, lui demandant de répéter ses paroles. C'était Rowelyn. Elle voulait savoir ce qu'il était advenu de la tour magique de Bohémyrne. Ils décidèrent de fêter le retour de l'escouade. Après avoir soumis les bandits, ils retournèrent sur le territoire du baron Pitt. Le baron organisa un banquet. Ils ont fait du bon travail. C'est un miracle que personne ne soit mort. Seulement, le baron n'a pas compris où était l'huissier. Et puis, ils l'ont enfin vu. Asher lui demanda s'il était en retard. L'homme répondit qu'il était arrivé juste à temps. Il proposa de boire du vin pour commencer. Le protagoniste a tout de même remercié la défense pour son invitation. Il ne s'attendait pas non plus à ce que des soldats ordinaires soient invités au banquet. Après tout, il s'était présenté pour défendre le territoire. Le baron demanda ce qu'importait le statut dans un tel cas. Il voulait aussi parler des bandits qu'ils avaient vaincus. Le baron pensait qu'ils étaient trop forts pour de simples bandits. Asher pensait également qu'ils n'avaient rien à voir avec les voyous qu'il connaissait. Avec un tel niveau de compétence, ils pouvaient vivre confortablement en faisant autre chose. C'était vraiment le cas. Cela pourrait peut-être clarifier la situation. D'après l'enquête, ces types possédaient un rang d'or parmi les aventuriers. Mais il y a 1 an ou 2, l'un d'entre eux a tué son camarade et s'est enfui. Après cela, on ne sait plus où ils se trouvent, mais apparemment, ils ont formé un gang et se sont retrouvés ici. Le rang or était le 4e rang le plus élevé parmi les aventuriers, et ne pouvait être obtenu qu'après de nombreux exploits. Il n'est donc pas étonnant qu'une récompense de 10 millions d'élans leur ait été attribuée. C'était donc pour cela que le baron avait l'air si satisfait. Si Asher n'avait pas été impliqué, les sacrifices auraient pu être plus graves. Il remarqua aussi le regard du baron, et ne comprit pas pourquoi il le regardait ainsi. Asher ne s'est pas contenté d'éliminer les bandits. Il s'est aussi occupé des demi-hommes, à la place des aventuriers tombés au combat. Les Eldar des aventuriers l'ont également remercié. Asher est désormais la fierté de ce territoire.
Il semble que cet homme ait trop bu. Lui-même se doute que le vin a un mauvais effet sur lui. En tout cas, ils ont pu sauver les bandits qui étaient ressortis du village. Et ils ont offert aux victimes des funérailles dignes de ce nom. Ils décidèrent de lever leur verre hommage à Asher qui avait sauvé le territoire de Pet. Le banquet qui suivit fut d'une ambiance bien différente de ce qu'il avait vu dans la tour magique. Un banquet où tout le monde faisait la fête sans se soucier de son statut. C'était différent à la tour de magie. L'attitude chaleureuse et amicale qui régnait ici toucha profondément Verdane. Pour la première fois depuis son évasion de la tour, il put rire de bon cœur. Pendant tout ce temps, personne n'avait encore réalisé les changements que la destruction de Bohémir allait bientôt entraîner. Elle remarqua que la tour était complètement intacte. Bien sûr, les rumeurs étaient probablement exagérées. L'homme remarqua la jeune fille et la reconnut comme étant Lady Roweline. Il supposa qu'elle revenait de Virène. Elle avait entendu dire que la source d'énergie était devenue incontrôlable et avait détruit le quartier. Mais les choses se présentaient mieux que prévu. Les bâtiments pourraient être reconstruits rapidement. Elle voulait aussi savoir où se trouvait Verdane. Il a pointé du doigt un endroit où il y avait beaucoup de monde, indiquant qu'il s'y trouvait. Il y avait une liste de personnes disparues. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Cela ne pouvait pas être vrai. Parmi eux, elle vit une photo de Verdun. Personne disparue numéro 3 Verdun. Disparu alors qu'il était en service dans la salle d'énergie. Suspecté d'avoir été exposé à de l'énergie magique. Aucun corps n'a été retrouvé. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu se produire. Elle repensa à leur dernière conversation. Le garçon lui avait dit qu'il allait rester ici. Cette rencontre avait-elle été la dernière? Roweline ne voulait pas se séparer comme ça. Il était comme une famille pour elle, un ami très cher. Soudain, quelqu'un posa une main sur sa tête, lui disant qu'elle devait se calmer. Se mettre en colère contre les autres ne changerait rien. C'était le seigneur de la tour en ruine. Roweline demanda ce qui s'était passé exactement dans la tour. Pendant le festival, la source d'énergie est tombée en panne. Tous les mages du noyau, y compris l'officier de garde, sont morts. Et ce n'est pas tout. Des années de données et de recherches ont été détruites. Même le cercle magique du trésor a été endommagé, ce qui a entraîné des pertes irréparables. Tout ce qui se trouvait dans le trésor, la collection de livres, de sorts et d'artefacts, tout a disparu. Il est impossible d'estimer les dégâts. Mais il y avait aussi la perte la plus importante. L'objet expérimental numéro 77. S'il récupérait le cerveau de ce type, il pourrait retrouver les enregistrements et les réalisations perdues. Au moins, il pourrait se venger. Bien qu'il n'ait pas trouvé le principal responsable de la surtension, il y avait un indice. Roweline demanda immédiatement ce qu'il voulait dire. 3 heures avant la surtension, quelqu'un avait disparu sans laisser de traces. Il a utilisé toutes ses connexions pour retrouver la trace de cette personne et son passé. Et il a trouvé ceci. C'était le symbole de l'heure sombre. L'heure sombre, un groupe qui étudie secrètement la magie et cherche à subjuguer le monde avec. Qu'est-ce qu'ils font ici? On ne savait pas comment ils étaient entrés dans la tour et avaient provoqué la poussée d'énergie. Mais il était clair qu'ils avaient quelque chose à voir avec cela. Pour apaiser ceux qui sont morts, il a l'intention de créer une équipe pour détruire l'heure sombre. Et une place dans cette équipe a déjà été réservée à Roweline. Et à en juger par l'expression de son visage, on peut dire qu'elle a déjà pris sa décision. Elle a même brisé ce symbole. Quelques jours plus tard, les explorateurs de la guilde sont arrivés sur le territoire du baron Pitt. Tout d'abord, ils voulaient s'excuser auprès de Sir Asher pour l'incident qui s'était produit. Ils avaient estimé que la menace des orques était élevée. C'est pourquoi ils avaient envoyé des explorateurs de rang or, mais les résultats furent terribles. Asher répondit que ce n'était qu'un accident. L'homme le remercia pour sa compréhension. Il lui remit également un certificat de récompense pour cette conquête. En incluant les frais de risque et la récompense pour avoir livré le corps d'un nouveau type d'orque, le montant total est de 24 millions d'élans. Après déduction des taxes, il en restera la moitié. Il ne le sait peut-être pas, mais pour les indépendants qui ne sont pas inscrits à la guilde, une taxe de la moitié du prix est prélevée sur toutes les récompenses. Même s'ils veulent y renoncer, ils ne peuvent pas, car il s'agit d'une loi impériale. En cas d'infraction, ils peuvent être accusés de non-paiement de la taxe ou de détournement de fonds. Mais il existe un moyen légal d'échapper à la taxe. Ces personnes veulent que l'huissier devienne aventureux. Il était heureux que le protagoniste comprenne tout parfaitement. La guilde des explorateurs a des taux d'imposition bas pour les rangs les plus élevés. Et comme l'huissier est un cas particulier, il commencera au rang d'argent. Si le protagoniste devient un aventurier, cela limitera son avenir dans l'action. Mais il y a quelque chose de plus important que l'argent pour le moment. Asher est d'accord, plus important que l'argent c'est de devenir plus fort pour se venger. Bien qu'il ait vécu comme sujet de test en Bohémir pendant 7 ans,
Son essence reste celle d'un mage. L'entrepôt de la guilde des aventuriers sur le territoire de Pit. Un mage est toujours un chercheur de mystères et un explorateur. C'est pourquoi il a amené le cadavre d'un orc vaincu ici pour des recherches approfondies. Dire qu'il possède un artefact qui préserve l'état de celui qui est recouvert. Il fallait s'attendre à cela de la part d'une guilde d'aventuriers. Mais il était sur le point de vomir à cause de cette odeur nauséabonde. Pourtant, les pupilles rouges et la peau rougeâtre de cet orc ne sont pas surprenantes. Mais sa bouche déchirée et son physique plus puissant que celui des autres créatures sont particulièrement remarquables. Mais ces caractéristiques sont loin d'être celles que l'on voit chez des espèces plus évoluées, comme les guerriers orques ou les seigneurs orques. Son intelligence ne peut pas non plus être qualifiée d'exceptionnelle. Il s'agit vraisemblablement d'une mutation et non d'une évolution. Mais une telle conclusion semble encore erronée. Même s'il s'agit d'une mutation, il n'y a pas assez de preuves pour expliquer sa régénération et la force incroyable qu'il atteint uniquement grâce à l'alimentation. Soudain, il aperçoit la cicatrice. La régénération est la capacité de ramener le corps à son état antérieur. Cet orc l'avait suffisamment pour régénérer un corps brûlé et même de la chair déchirée. Mais ce faisant, il n'a pas réussi à soigner certaines blessures, laissant une cicatrice. Si c'est le cas, l'orc a dû acquérir sa capacité de régénération après avoir été blessé. C'est une marque de coupure. Seule l'évolution a pu permettre aux deux sexes d'acquérir des capacités après la naissance. Si c'est le cas, la conclusion la plus probable est que quelqu'un l'a créé artificiellement. Tu es très vilain. Asher a répondu qu'il n'aurait pas dû venir ici pour le voir partir. Ce n'est rien après tout, il leur a sauvé la vie. Alors c'est le minimum qu'il puisse faire pour ce type. Asher sentait déjà qu'on lui en donnait trop. Un anneau de circulation et une robe en peau de bête. Une légère augmentation de la quantité de mana, ainsi qu'une légère augmentation de la vitesse de récupération du mana. Enoch demanda à se détendre. C'est une récompense bien méritée qui appartient à Sir Asher. Dans ce cas, le protagoniste irait. Il voulait que ces gens soient en sécurité. Si Asher visite une branche de la guilde commerciale de Conrad dans une autre ville, il n'a qu'à mentionner son nom. Le protagoniste ne le regretterait pas. Un village frontalier entre les territoires de Pit et de Martès. Il a annulé le vol. Il s'avère que c'est le seul village entre les deux. S'il s'arrête ici pour la nuit et va en ville demain, ce sera parfait. Il a entendu les paroles de personnes qui ne s'attendaient pas à ce que les choses se passent ainsi. Peut-être y a-t-il là aussi des informations utiles. Le protagoniste a décidé d'écouter aux portes et de découvrir ce qui se passait. Et pour cela, il a utilisé le murmure du vent. Quoi qu'il en soit, le problème se situe au niveau des tapisseries. Ils ont volé tout le bétail et ont payé beaucoup d'argent pour engager des aventuriers. Bien que les gens aient dit qu'ils pouvaient s'en occuper eux-mêmes, et quelqu'un pourrait être blessé à cause de cela. Le chef du village a dit que c'était aux aventuriers de maîtriser les gobelins. Ce sera terminé demain matin, il n'y a donc plus lieu de se plaindre. Leur service coûte cher. Pour les gens ordinaires, ces gobelins sont des insectes conditionnés. Ils commencent par de petits vols, mais lorsqu'ils sont nombreux, ils attaquent les villages, volent les biens et mangent les gens. Ainsi, lorsqu'on découvre des gobelins, la réaction habituelle est de convoquer des aventuriers. Ce n'est probablement pas inhabituel. Il ne savait pas non plus si les rumeurs selon lesquelles James aurait vu un monstre dans la forêt étaient vraies. Son interlocuteur a immédiatement dit que les chefs leur avaient interdit d'en parler, et l'autre personne pensait que personne ne les écoutait de toute façon. C'était il y a quelques jours, il était allé vérifier un piège qu'il avait posé dans la forêt. Mais il entendit le cri d'une cabane sauvage et se retourna. Et il y avait un gobelin avec une bouche déchirée plus grande que celle d'un orc, en train de dévorer un sanglier. Il devrait faire moins de bruit, car si les aventuriers les entendaient, ils devraient payer un supplément. Sur ce, le protagoniste annula son sort. Il ne s'attendait pas à entendre une telle chose. Un grand gobelin à la bouche déchirée. Il est très difficile de considérer cela comme un accident. Pendant ce temps, les aventuriers s'occupèrent d'un autre gobelin. Un aventurier de rang argent de Myrna. L'aventurier de rang argent Locke. Myrne pensait qu'elle s'était améliorée. Locke lui demanda si elle se vantait d'avoir atteint une cible qui se trouvait sous son nez. Quelle honte! Myrna demanda si son nez était long dans ce cas. Elle pourrait le raccourcir. Deux aventurières de rang argenté, Iris et Milde. Iris lui demande s'il a trouvé des traces de gobelins. Il y a une grotte là-bas qui ressemble à un repère de gobelins. Un totem fait d'os d'animaux et d'humains. C'est le symbole d'une espèce supérieure. Les hobgoblins. S'ils sont prudents, ils s'en sortiront. La première chose à faire avant d'entrer est de détruire tous les dispositifs d'alerte et les totems. Iris a un regard perçant. Myrna a remarqué qu'elle voyait mieux dans l'obscurité. Même sans lampe de poche, elles n'ont pas peur de l'obscurité.
C'est ce qu'on attend d'un chef. On pouvait toujours compter sur elle. Dans ce cas, il était temps de rentrer à l'intérieur. Soudain, elle fit demi-tour, car elle avait senti quelque chose. Myrna demanda si quelque chose n'allait pas. Iris répondit que ce n'était rien. En fait, elle pensait avoir senti du mana. Ce n'était peut-être pas son imagination. Les gobelins adoraient la statue de fortune. C'est alors qu'une flèche vint la percuter de loin. Locke et Mild en ont abattu 2 autres. Tout se passe bien. Il semble qu'ils ne pourront pas faire vite cette fois-ci. Cependant, ils ne doivent pas baisser leur garde. Ils ont entendu un bruit qui pourrait être celui d'un hobgoblin. Myrna décida d'aller voir. Iris lui dit d'être prudente. Si quelque chose se produisait, elle devait faire signe. À peine avait-elle avancé que la jeune fille entendit soudain un cri perçant. Locke s'approcha d'elle et lui demanda ce qui lui était arrivé. Myrna entendit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Le reste du groupe s'approcha et ils virent un énorme hobgoblin devant eux. Il était en train de manger des petits gobelins. Les humains ne comprenaient pas du tout ce que c'était d'autre. Comment ce géant pouvait-il quitter sa famille? Serait-ce une sorte de mutant? Cependant, personne n'avait dit qu'il pourrait rencontrer quelque chose comme ça. Pour l'instant, ils devaient se concentrer sur sa destruction. Le monstre est énorme, mais s'il est seul, ils peuvent certainement s'en occuper. Iris a demandé à Myrna de s'occuper de l'œil droit. Locke et Mild doivent distraire la créature. Iris l'achèvera. Myrna sauta et se retrouva juste au-dessus de la créature, s'apprêtant à tirer. D'un coup précis, elle toucha l'œil. Locke cria à Mild de lever son bouclier. Ensuite, il se faufila jusqu'à l'énorme gobelin et lui donna une leçon. Cependant, cela ne signifiait rien pour lui, et il voulait déjà tuer l'homme. C'est alors qu'Iris intervint avec une rafale de mana. Des explosions se produisirent sur tout son corps. Il s'écroula en poussant un cri de stupeur. Il attrapa le gobelin et le lança directement sur le mage. Les autres crièrent à Iris de s'enfuir, ou au moins de se baisser. À ce moment-là, un autre mage intervint et engagea le rail aérien. Grâce à cela, elle fut sauvée. Une autre flèche l'atteignit à l'œil. Le gobelin s'écroula. Myrna s'inquiéta pour Iris et lui demanda si elle allait bien et n'était pas blessée. La jeune fille répondit qu'elle allait bien. Si le gobelin l'avait touchée, elle serait morte, mais la trajectoire a changé en vol. Comment est-ce possible? En tout cas, ils ont pu terminer la mission tranquillement et personne n'a été blessé. Mieux valait se dépêcher de rentrer au village pour recevoir leur récompense. C'était une bonne chose que tout le monde soit indemne. Ce n'est pas pour rien qu'il a utilisé l'invisibilité et la traque. Grâce à cela, le protagoniste vit l'un des objets de recherche du laboratoire. Tous les objets qu'il avait rencontrés depuis qu'il s'était échappé de la tour avaient un point commun. Une large bouche qui ressemblait à un sourire de plaisanterie. C'est pour cette raison qu'il a commencé à appeler toutes ces créatures des Ochelomi. Ce gobelin-là est différent de la plupart des autres. Contrairement aux autres, il n'est pas doté d'une force physique accrue. Et apparemment, il ne se régénère pas et ne devient pas plus fort en dévorant ses congénères. Peut-être n'était-ce qu'un gros gobelin ou une expérience ratée. Cette sorcière était tout de même assez impressionnante. Iris suggéra de vérifier s'il restait des gobelins, au cas où. Myrna devrait garder un œil sur le quartier. Locke et Mild devraient apprendre d'autres chemins. Elle est douée pour sentir le mana et diriger l'équipe. Cette fille a détecté le mana du personnage principal avant d'entrer dans la grotte. Heureusement, elle n'a pas pu le retrouver. Soudain, il entendit une voix inconnue. Qui aurait pu penser que quelqu'un viendrait ici alors qu'il n'était pas là? Cette personne n'avait pas l'air d'un aventurier, alors Iris voulait savoir qui c'était. S'il s'approchait, elle utiliserait un sort. Il s'excuse de s'être présenté tardivement. Il s'avère que ce sont les gardiens de cet endroit, l'endroit même qu'ils ont détruit. Il n'était pas censé être très actif, mais il a même construit un totem, et il a attiré l'attention. Apparemment, la manipulation du cerveau n'a pas suffi à calmer ses instincts. L'homme a également demandé s'ils avaient remarqué quelque chose d'étrange à propos de cette tapisserie. Peut-être un comportement inhabituel. À en juger par leur silence, il comprit que le gobelin était tout simplement gros. Si le professeur l'apprenait, il serait très contrarié. Alors, qu'allait-il faire maintenant? On ne peut pas revenir sur ce que l'on a fait. Il vaut mieux commencer par quelque chose qu'il peut réparer. Cela signifie qu'ils doivent tous mourir ici. Iris lui a demandé s'il voulait les combattre seuls. Bien sûr que oui. C'est à cause d'eux que le spécimen est mort et que leur expérience est limitée. Même si cela n'arrivait pas, rien ne garantit qu'ils ne parleraient pas de ce qu'ils ont vu et de la grotte elle-même. Mais ils peuvent donner leur parole qu'ils ne diront rien. L'homme a demandé quelle garantie il y avait qu'ils le feraient effectivement. Il n'y en a aucune. Et même si c'était le cas, il n'allait pas les laisser partir. À vrai dire, il voulait juste les entendre crier. L'homme au sourire effrayant a demandé qui voulait mourir en premier. Il entendit une voix dire qu'il serait le seul à mourir ici.
Mais l'homme se contenta de rire de cette bravade. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rendit compte que la voix venait de derrière lui. Qui aurait pu dire cela? Dans un grondement, il se dévoila. C'est lui qui dit des choses comme « je veux entendre crier » et qui veut mourir. Grâce à ça, c'est lui qui essaye de se vanter et d'avoir l'air cool. Ou alors, il ne l'a pas lu lui-même de cette façon. Verdun n'avait pas l'intention d'intervenir. Mais s'il ne l'avait pas fait, l'homme en noir les aurait tous tués. Et il a appelé ce gobelin les sujets de test. Et il a mentionné quelqu'un dans les coulisses qu'il a appelé un professeur. Cela avait sans doute un rapport avec les bouffons. L'homme se demandait qui il était. Le protagoniste ne se sent pas obligé de répondre à cette question. Même s'il ne révèle pas son identité, cela ne changera rien au fait que l'inconnu mourra de sa main. Vedan a utilisé plusieurs flèches enflammées. L'homme s'approcha tellement de lui que le protagoniste dut activer son bouclier. Son bouclier commença à se fissurer, et c'est à ce moment qu'il utilisa une ondulation de mana. Sa vitesse était stupéfiante. Serait-ce parce qu'il s'est amplifié avec de l'énergie? Le poids de son coup d'épée est plus léger que celui d'un chevalier de Pit. Cependant, sa vitesse est bien supérieure à celle de ses chevaliers. Au début, il pensait pouvoir l'achever d'un seul coup. Maintenant, il va devoir changer de stratégie. L'homme avait également remarqué qu'il utilisait rapidement la magie. On ne savait pas quel était son rang, mais en tout cas, il pensa à augmenter sa vitesse aussi. Maintenant, ils allaient voir si le personnage principal pouvait le supporter. Verdun utilisa le vent d'hiver et une pique de glace, un double sort. Il n'arrivait pas à croire que ce mage puisse utiliser les éléments de glace et de vent en même temps. Une explosion de pique de glace. Bien sûr, c'était impressionnant qu'il puisse utiliser un double sort avec 2 éléments. Mais s'il rate son coup, c'est peine perdue. Cependant, le protagoniste parvint à esquiver son coup. Et il y avait déjà un cercle magique sous lui. Comment un mage ordinaire pouvait-il esquiver son attaque? Même Iris ne comprenait pas comment il parvenait à réagir à une telle vitesse. À ce moment-là, il utilisa l'ignition. Une énorme explosion se produisit dans la grotte. Puis la pluie y apparut. Le magicien l'a provoqué pour lancer une contre-attaque. Ce n'est pas une tactique typique pour un mage. Mais c'est tout ce qu'il a, et le tour ne marchera pas 2 fois comme ça. Verdun se demanda si cela signifiait que les pièges ne fonctionneraient plus non plus. Il pourrait alors se battre comme un vrai mage. Les garçons remarquèrent que le sol sous eux commençait soudain à s'élever. Jusqu'à quelle hauteur ils allaient se retrouver? Le sort s'est arrêté. Il s'agit d'une manipulation du paysage. Ce sort est connu pour son inefficacité dans l'utilisation du mana, mais ce type l'utilise en combat réel. Double incantation et lecture rapide de sorts à grande échelle. Sa réserve de mana doit être énorme. Elle n'avait jamais entendu parler d'un tel style de combat. Ce type a dit qu'il se battrait comme un vrai mage, et pourtant il s'est enfui. Pense-t-il vraiment que l'homme ne peut rien faire depuis qu'il est là-haut? On peut comprendre pourquoi il s'est installé là-haut. Mais pourquoi diable a-t-il élevé tous les aventuriers? Malgré l'extraordinaire consommation de mana, il avait remarqué que les flammes avaient fait fondre la glace. Il devait maintenant comprendre le plan du protagoniste. Iris le remarqua également. Verdun avait décidé d'utiliser la magie de la foudre. Même parmi les professeurs de l'académie, seuls quelques-uns pouvaient utiliser cet élément. Une magie de 3e niveau. Le coup de tonnerre. Pour la énième fois, il se demanda qui était ce type. Le feu, la glace, le vent. Et maintenant, un élément supérieur. Triple Sword. Il y a eu une explosion. Puis Verdun est descendu pour poser une question. Il y avait un orc comme le géant gobelin mort dans la baronnie de Pit. On pouvait raisonnablement penser qu'ils avaient quelque chose à voir avec ce professeur. Il comprenait maintenant pourquoi le silence régnait là-bas. Ce qui était clair, c'est que le personnage principal était derrière tout ça. L'homme se demanda s'il venait de l'Arche. Or, c'était la première fois que Verdun entendait parler de l'Arche. À son expression, il comprit que c'était aussi la première fois que le protagoniste en entendait parler. Ce n'est pas grave s'il ne le connaît pas. Qu'il le tue, tout simplement. Avant que Verdun ne le fasse, il doit encore répondre à la question. Où diable ce type peut-il trouver le professeur? Il est très intéressé par les expériences qu'ils font. Il serait dangereux de le laisser atteindre le professeur. Par conséquent, pour ne pas révéler ce secret, il a simplement décidé de mourir avec lui, ici, ensemble. Cependant, le protagoniste a réussi à mettre en place un bouclier. Ce fut sa dernière réaction. Après cela, il a utilisé l'expansion de la Terre. Et après tout, il avait espéré trouver au moins un fil menant à l'apparition des bouffons. Mais en fin de compte, ses efforts furent vains. De toute façon, il ne se souciait plus de cela maintenant. Il devait terminer ce qu'il avait commencé. Verdun déclara qu'ils devaient tous obéir à ses ordres maintenant. Comme l'avait ordonné le protagoniste, ils reçurent une récompense supplémentaire de la part de la doyenne du village. Lorsqu'elle menaça de rapporter les informations manquantes sur la tapisserie mutante,
Il paya 1,2 million d'elks supplémentaires qu'Iris garda sous silence. Ils s'apprêtent à partir, car leurs affaires sont déjà terminées ici. Cependant, le protagoniste leur a tendu un sac d'argent et leur a demandé de le prendre aussi. Iris ne s'attendait pas à ce qu'ils veuillent leur en donner une partie. Verdane répondit qu'il s'agissait de leur commission. Le protagoniste leur demanda de l'escorter de ce village jusqu'à la ville de Martès. Après l'incident de la grotte, il s'est mis en route vers Martès avec l'équipe d'Iris. En chemin, Iris, la chef d'équipe, lui pose des questions sur la magie. Plus précisément, elle l'interrogeait sur la théorie des éléments dans la magie. La conversation ne le dérangea pas, et il se mit à discuter avec elle. En un rien de temps, le temps avait passé, et ils étaient déjà arrivés à Martès. Une ville de cette taille devait avoir une banque. Puisqu'ils doivent faire quelques rapports à la guilde, les aventuriers doivent aller par là. Le chef le guidera à travers Martès. Iris demanda à l'homme où il voulait aller en premier. Verdane répondit qu'il aimerait commencer par obtenir un prix et ouvrir un compte en banque. Dans ce cas, elle lui propose d'aller à la mairie pour commencer. Elle connaît cette ville comme sa poche. Les gars ont également remarqué le calme d'Iris. Après tout, c'est lui qui n'a pas hésité à tuer l'homme qu'ils ont rencontré dans la grotte. C'est à l'hôtel de ville que l'on distribue en premier lieu la récompense pour les criminels arrêtés. Il a failli avoir des ennuis parce qu'il n'a pas eu le temps de créer une carte d'identité après avoir changé de corps. Bien sûr, le garde ne l'a pas laissé passer tant qu'il n'avait pas confirmé son identité. Heureusement, grâce à la garantie du baron Pitt, il a pu entrer. Et lorsqu'il apprit qu'il avait apporté une lettre de recommandation du baron, il commença à être traité différemment. L'homme s'approcha de ce brave homme en lui disant qu'il avait déjà reçu le message. Il avait entendu dire que ce mage avait fait quelque chose d'impressionnant. Avant que l'homme ne quitte la baronnie de Pitt, il avait fait preuve de générosité à son égard. Il lui demanda donc d'accepter ceci en signe de gratitude pour avoir sauvé Pitt. Il a dit que sa famille vivait sur le territoire de la baronnie et a exprimé sa gratitude pour avoir vaincu les bandits. Il a ensuite présenté de manière inattendue une carte d'identité. Grâce à elle, le protagoniste a pu ouvrir un compte en banque, et tout s'est donc bien passé. Il possède toujours le compte qu'il utilisait à Virent. Mais pour l'instant, il ne peut pas l'utiliser. S'il utilise ce compte, le patron ne pourra pas le tracer. Il faut donc être très prudent. Il aimerait que ce soit sous la forme d'un bâton. Forgeron. L'homme a fait remarquer qu'il faudrait des matériaux et un peu de temps pour tout fabriquer. Il lui dit donc de revenir dans 3 jours. Pour l'instant, il pouvait l'utiliser. Iris fut surprise qu'il préfère les bâtons aux baguettes. Verdane lui expliqua qu'il avait l'habitude de les utiliser lorsqu'il travaillait sur des balais. Bien sûr, elle ne comprenait pas ce que les balais avaient à voir là-dedans. C'est la bibliothèque municipale de Marthe. C'est là que ces livres de sorts devraient se trouver. Mais peut-être qu'ils ne sont pas d'un niveau suffisant pour satisfaire ce monsieur magicien. En fait, les modèles de base lui conviendraient parfaitement. Iris lui a demandé combien il en voulait. Il voulait tous les livres. La grande salle de la bibliothèque municipale. Bien sûr, la bibliothécaire lui expliqua poliment qu'il ne pouvait pas en prendre autant. Verdane demanda s'il pouvait créditer l'argent sur ce compte et le faire livrer au dernier étage de l'hôtel Lorix. L'homme demanda combien de livres il voulait faire livrer. La réponse était évidente. Tous les livres. C'était la plus grosse vente jamais réalisée. Il reçut sa récompense, ouvrit un compte en banque, commanda du personnel et loua tous les livres d'enchantement. Iris était trop fatiguée pour la journée. Elle ne comprenait pas du tout qui était cet homme. Iris l'emmena dans tous les endroits où il voulait aller. Verdane répondit que c'était suffisant pour aujourd'hui. Elle se souvint qu'elle ne lui avait jamais demandé son nom. Bien sûr, il avait donné le nom d'Asher. Elle pouvait le traiter comme elle l'entendait. Dans ce cas, elle lui parlerait de manière informelle. Iris lui demanda s'il voulait bien faire de même. Comme elle avait vite accepté. C'était l'occasion de lui demander ce qu'elle voulait vraiment savoir. La jeune fille s'excusa si elle se trompait de sujet. Mais elle était curieuse de savoir pourquoi diable il se trouvait dans cette grotte. Verdane se demanda ce qu'il devait répondre à cela. Peut-être devrait-il lui dire qu'il les avait accidentellement sauvés. Il serait étrange de dire qu'il était là par hasard. Pour l'instant, il devait trouver une excuse. Dans ce cas, il irait droit au but. Le type a expliqué qu'il traquait cet homme. Maintenant qu'elle y pensait, il posait vraiment des questions sur le professeur de la grotte. Était-il une sorte d'agent secret qui traquait une organisation obscure? Après tout, il n'en a pas tiré grand-chose. Il y en a plus qu'assez pour aujourd'hui. Elle peut donc repartir. Comme c'était la première fois que le protagoniste venait ici, elle décida de le raccompagner. Verdane répondit qu'il n'était pas nécessaire de marcher aussi loin, mais il accepta tout de même. Iris lui a souhaité une bonne nuit et lui a dit au revoir. Finalement, ils ont pu s'arrêter là. Ce type est vraiment une personne étrange. Il possède un niveau de magie si élevé qu'il peut contrôler tous les éléments.
Son volume de mana est tel que même elle ne peut le mesurer. Oh, et même à un si jeune âge, Asher a une compréhension théorique que les professeurs de l'académie n'ont pas. Et il l'explique bien lui-même. De plus, avec un si beau visage, il devrait être très populaire. Mais lorsqu'elle entame une conversation avec lui, l'huissier devient étrangement tendu. C'est comme s'il parlait à un épouvantail. Ou peut-être qu'il se fie simplement à son apparence. Iris ne comprenait pas du tout pourquoi son visage ne voulait pas sortir de sa tête. Mais de tous les mages qu'elle avait rencontrés depuis sa sortie de l'académie et depuis qu'elle avait commencé à travailler, il était de loin le plus talentueux. On ne rencontre pas tous les jours quelqu'un d'aussi doué. Demain, elle lui posera des questions sur la magie élémentaire. Soudain, il y eut une explosion. Il s'agissait de l'hôtel Lorix. Asher avait dit qu'il y séjournait après tout. Elle remarqua également qu'il y avait la silhouette d'une personne. Ce n'était autre qu'un huissier. L'homme dit que Sergen est mort. L'autre demanda qui l'avait tué. Il y avait des traces d'utilisation de la magie dans la grotte. Quelqu'un d'autre l'avait donc tué. Après avoir dit cela, on lui a jeté une fiole d'une sorte de liquide à la tête. Il n'a pas intérêt à jouer les idiots. Il a clairement demandé qui avait tué le sergent. Ils n'ont pas encore identifié le visage du tueur, mais ils ont trouvé des preuves que quelqu'un a pris un ordre du village. C'est vraiment décevant. Sergen était utile. Il s'avère que le sujet du test est également mort. Toute trace de Sergen ainsi que les objets ont été détruits. L'homme aux lunettes l'a traité de déchet inutile. Après tout, il était censé s'occuper de savoir qui avait tué Sergen. Les deux installations de test de la baronnie de Pitt sont silencieuses. Et maintenant, Gobelin et Sergen sont morts. L'expérience est presque terminée. Les monstres de l'Arche les ont peut-être déjà repérés. L'homme lui avait ordonné de ne pas revenir avant d'avoir tué le responsable de la mort de Sergen. Le vieil homme inutile. Il trouverait le tueur quoi qu'il lui en coûte. Il connaissait le sort habituel de l'oreille de chat. Il est donc de retour. Il a erré dans la ville toute la journée. Le détecteur de magie est vraiment inefficace. Il ferait mieux de se coucher bientôt. Une fois qu'il sera endormi, ce sera son dernier moment de vie. Mais pourquoi le silence s'est-il installé? Le protagoniste a utilisé un os de terre. Il a été découvert. L'homme n'a pas du tout compris comment il a été découvert. Et après cela, il a fait exploser l'hôtel. Ce connard a tout de suite déclenché l'explosion. Il n'a pas peur de faire ça dans un espace confiné. Il est au moins de niveau 3. L'homme a donc décidé de se retirer pour l'instant. Mais il a décidé de mordre à l'hameçon en criant que Max était devenu fou et qu'il allait faire sauter la ville. Il a également crié qu'il devait courir et alerter les gardes immédiatement. L'assassin n'a pas réagi à la détection de la magie et du personnage principal. Mais elle est impatiente et s'est trompée. Comme il a complètement dissimulé sa présence, son existence est devenue encore plus visible. Comme un trou noir sur une page blanche. Dès qu'un coup de poing vola près de lui, l'homme s'arrêta complètement en réalisant comment diable ce type était capable de le sentir. Qu'est-ce que l'Arche avait bien pu envoyer en premier lieu? Je veux dire, il n'avait jamais entendu parler de ce monstre auparavant. Il ne se soucie même pas de savoir qu'il y a des civils autour de lui. Il continue d'utiliser le sort. Ce type est complètement fou. Au même moment, Verdan utilisait une flèche magique. Malgré toutes ses attaques, il est entré dans un bâtiment pour esquiver les attaques. De tous les bâtiments, il choisit celui où se trouve le gang de sans-abri. L'autre homme, cependant, lui demanda pourquoi il devait faire irruption comme ça et créer une panique à partir de rien. Verdan s'excusa et demanda où était passé cet homme. Quel jeune homme impatient. S'il veut des informations, il doit les payer. Il n'y a pas d'autre issue. Ce type doit être encore à l'intérieur. Soudain, il remarque le regard perçant de l'homme qui vient de lui parler. Il avait tué un innocent et l'avait poignardé dans le dos. C'est ignoble. Le protagoniste utilisa une onde de choc. Cependant, l'homme réussit à s'arrêter avec son arme. Normalement, les mages ne peuvent pas attaquer et défendre en même temps. Si c'est le cas, il va juste appâter ce type en le forçant à utiliser une barrière magique. Ensuite, il ferait exploser une bombe fumigène et s'enfuirait. Ensuite, il attaquait le type comme s'il lui demandait d'activer la barrière magique. Mais contrairement à ses attentes, Verdan utilisa le code de la Terre. Il ne s'attendait pas du tout à ce que la barrière soit utilisée. Il a choisi de concentrer le mana pour patiner sur la branche de son bâton. Et cet homme ne perd même pas au corps à corps. Est-il vraiment en train de se battre contre un mage de bataille? Après avoir frappé cet homme, le protagoniste a utilisé un invité terrestre. Puis il a activé le vortex. Mais il s'est alors crispé, car il s'est rendu compte que l'assassin s'était échappé. Un garde est entré dans le bâtiment, disant à ce mage de ne pas bouger. Il est en état d'arrestation pour incendie criminel. Et aussi pour avoir menacé les habitants et la ville. Il est temps de résumer le rapport que nous venons d'entendre. Ils prétendent que l'ouvreur est derrière le chaos qui règne dans la ville. Le maire, Henry Dacker. Cependant, le garde a affirmé que le mage huissier semble être la victime dans cette situation.
Quelqu'un a essayé de le tuer à son retour, ce qui a entraîné une confrontation et des émeutes. Il semblerait également que cette situation soit liée à un incident récent au cours duquel ils ont tenté de tuer un aventurier, ce qui est lié à leur guilde. Oscar a donc demandé à être chargé de l'enquête. Le chef de la guilde des aventuriers de Martz. Si c'est bien le cas, le maire a une idée de l'impression que l'huissier laissera dans cette ville. Il a également demandé si l'auberge avait été gravement endommagée. Seul le dernier étage, où logeait l'huissier, a été endommagé. Et un criminel des bidonvilles recherché a été tué. Le responsable est sur la liste des personnes recherchées. De plus, ils ont reçu le témoignage d'un aventurier qui a défendu Asher. Il affirme avoir rencontré un gobelin mutant et un assaillant armé dans une grotte lors d'une mission de récolte de miel. Mais lorsqu'ils se sont rendus sur les lieux, il n'y avait rien. Pas de corps, pas de monstre ni même de signes d'autres créatures. Ce qui veut dire que, y compris la dernière tentative d'assassinat, il y a un groupe organisé qui s'en prend aux aventuriers. Cela signifie-t-il vraiment que des incidents similaires pourraient se reproduire? C'est pourquoi Oscar essayait d'affecter un garde du corps à l'huissier. Henry a demandé si cela posait un problème. La rumeur s'était déjà répandue dans la ville que l'huissier était celui qui avait organisé l'explosion et semé la panique. C'est pourquoi les soldats et les aventuriers refusent de le garder. Dans ce cas, il en parlera à ses chevaliers. Jour suivant, hôtel de ville. Steele a rapidement réussi à enchanter le bâton. Puisque l'équipement est prêt, il devrait immédiatement se lancer à sa poursuite. Un homme entra, sachant que M. Asher était assis en face de lui. Il s'agit de Jason, le capitaine adjoint des chevaliers de Martès. Tant que le protagoniste risque d'être attaqué à nouveau, il le gardera. Le chevalier se demandait si c'était à cause de lui que toute la ville était sur les nerfs. Le protagoniste pensait que les charges qui pesaient sur lui avaient été abandonnées. Jason a également remarqué qu'il avait l'air jeune. Et pourtant, il a un niveau 3. Le gars voulait juste demander s'il pouvait partir. Jason lui a répondu qu'il ne pouvait partir que s'il était accompagné. Comme c'était le cas, il ne pouvait rien faire. Jason lui a demandé ce qu'il venait de dire et où il allait. Une demi-journée plus tard, Jason demande à nouveau où ils vont. Asher ne comprenait pas du tout ce qui n'allait pas. Il avait dit lui-même que le personnage principal était libre d'aller où il voulait, à condition qu'il l'accompagne. Jason remarqua qu'il ne s'était pas assis une seule fois depuis qu'ils avaient quitté la mairie. Il ne s'était même pas rendu compte de la distance qu'il leur restait à parcourir. Le garçon répondit qu'ils y étaient déjà. C'était justement l'endroit qu'ils voulaient visiter. Avaient-ils tant marché pour venir ici? Jackson demande pourquoi ils sont là. Il y a eu une explosion. Ce type est manifestement fou. Il a fait exploser la maison avec de la magie. Asher répondit qu'il était ici pour trouver quelqu'un. Le tueur qui a essayé de l'achever hier. Jason demande si le tueur est vraiment là. Asher répond par l'affirmative. Pendant le combat contre lui hier soir, le personnage principal a réussi à le toucher et à lui lancer un sort. Il a récemment acquis un sort qui lie son propre mana à celui de la cible. C'est ce qu'on appelle la trace. Le marquage n'allait nulle part, donc l'attaquant ne l'a pas remarqué. Le chevalier se rendit compte que la force de ce type était vraiment impressionnante. C'est alors qu'ils ont repéré le passage souterrain. La piste y mène. D'après la direction et l'échelle, il est relié à l'extérieur de la ville. Asher lui demanda s'il connaissait l'existence de ce tunnel. Jason n'avait aucune idée de son existence, bien qu'ils connaissent tous les passages de la ville. Mais c'était la première fois qu'il en entendait parler. Un tunnel inconnu qui n'est pas indiqué sur la carte et qui mène à l'extérieur de Martès. Cela signifie qu'ils ont un énorme problème de sécurité. Nous devons fermer cet endroit immédiatement. Asher répond qu'il est plus important maintenant de trouver celui qui a fait exploser l'hôtel. Dans ce cas, il devrait appeler des renforts. Mais le type n'est pas d'accord, car la cible se déroberait alors. Nous devons le poursuivre maintenant. Le type pense-t-il qu'il peut l'ignorer puisqu'il n'est qu'un simple vice-capitaine? Cet huissier ne pense probablement pas qu'il est humain. Tous ces mages aiment vraiment se mettre le nez dans le cul. C'est vraiment agaçant. Pendant ce temps, l'assassin qui avait perdu trop de temps marchait dans l'allée. Après avoir échappé aux mages, il avait dû soigner ses blessures et nettoyer ses traces, alors il est coincé ici, mais pour trop longtemps. Si ça continue, le professeur va essayer de le tuer. Il devrait peut-être s'enfuir. Mais ce n'est pas la peine. Le professeur a un moyen de l'attraper. Nous ne pouvons qu'espérer que le professeur sera clément. Qui est là? Le visage le plus célèbre de Martès. Quand le professeur est venu voir si ce type était mort, il a fait un carnage. Il a fait un tel spectacle que le maire et la guilde des aventuriers connaissent maintenant leur existence. Quel genre d'assassin fait courir le bruit de sa cible dans tout le quartier d'ailleurs? Il ferait mieux d'expliquer ce qui s'est passé, de façon claire et concise.
Il reçut ses ordres et se rendit immédiatement à Marthe pour vérifier le département des transports. Ensuite, il a trouvé l'endroit où l'homme vivait et a tendu une embuscade. Mais le mage l'a senti et a utilisé un puissant sortilège. Il s'est caché dans la foule et a tenté de s'enfuir, mais le mage l'a poursuivi jusqu'au bout. Il a réussi de justesse à lui échapper en utilisant une bombe fumigène. L'homme pense-t-il vraiment que le professeur croira qu'il s'est échappé uniquement grâce à cette connerie de bombe fumigène? L'homme pense que c'est parce que sa fuite a coïncidé avec l'arrivée des chevaliers. C'est peut-être pour cela que le mage a battu en retraite. Le crétin pense que le professeur croirait qu'un mage fou qui a utilisé un sort dans la ville a abandonné simplement à cause de la fumée et de l'apparition de quelques soldats. Mais soudain, il se rendit compte de quelque chose et ordonna qu'on lui enlève rapidement son armure et qu'on la brûle. L'homme ne comprend pas ce qu'il veut dire. Le professeur cria à l'homme de main de la brûler rapidement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il vit qu'il y avait encore des traces de mana sur l'armure. Se pourrait-il que l'homme lui ait jeté un sort de traçage? Ils ont été repérés. Le professeur prendrait l'échantillon, il devrait tout détruire et sceller l'entrée. Mais il était trop tard. C'est donc pour cela que le lien de traçage a disparu. Ils ont pu localiser la marque. Mais malheureusement pour eux, ils sont arrivés trop tard. La carrure et la posture. Je pense que c'est le même type qui l'a attaqué l'autre jour. Et si c'est le cas, il doit y avoir une autre personnalité célèbre derrière lui. Le professeur. C'est donc ce magicien fou. Ark a envoyé un type très étrange cette fois-ci. Ce n'est pas la première fois qu'il entend des choses positives sur Ark. Il va d'abord les pilonner, et ensuite leur poser des questions. Pour ce faire, il utilise une lance de terre. L'homme la coupe rapidement. Le professeur demande où va l'idiot. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Il n'y a pas d'autre choix. Il faut donc poursuivre le plan. Quoi qu'il fasse, il doit gagner du temps. Mais cet homme ne va nulle part. Il utilise une flèche magique. L'homme a immédiatement détruit ses coups. Dommage qu'il ne puisse pas entrer. Une flèche faible peut être bloquée. Mais s'il frappe trop fort, il tuera cet homme et il n'apprendra rien. À ce moment, Oscar intervient dans le combat. Le chevalier le retient et il doit s'en prendre à ce mage. Le protagoniste ne le remercie même pas et se précipite immédiatement sur le professeur. Où diable était-il passé? En s'éloignant, le professeur n'avait certainement pas pu aller bien loin. Il sentait une odeur très désagréable. C'est la pourriture et la décomposition du corps. Il ne s'attendait pas à ce que cet idiot puisse l'arrêter, mais le professeur ne pensait certainement pas qu'il serait là aussi rapidement. Cependant, le professeur était heureux qu'il soit venu. Il voulait vraiment montrer le résultat de son travail. Le professeur lui demanda ce qu'il pensait de ses créations. Voici donc les bouffons qu'il a vus. Et il y a toute une équipe ici. On dirait que ce type se moque des bouffons. C'est un nouveau cycle d'évolution. Bien que les spécimens ici ne soient pas les plus réussis, car ils ne reflètent pas entièrement les idéaux du professeur. Mais ils sont tout de même suffisants pour mettre en pièces n'importe quel intrus. En gros, il devrait apprécier le travail du professeur. Verdun n'avait pas le temps pour cela. Il utilisa vague et foudre. Un double sort, une vague de grammes. Quel fou! Il s'est visiblement fait avoir. Il pensait être un simple mage de niveau 3, mais maintenant, il fait quelque chose de fou. Cette personne devrait être au moins de niveau 4 et plus proche de la limite supérieure. Il a passé des dizaines d'années à mener à bien ses recherches. Et maintenant, tout peut disparaître en une minute. Ce n'est pas possible. Il était temps de réveiller son chef-d'œuvre. Verdun, qui se demandait où le rat rampait. Le professeur ne s'attendait pas du tout à ce qu'il arrive jusqu'ici. La brigade des espèces aurait dû le tuer. Quoi qu'il en soit, il avait de mauvaises nouvelles. Il les a tous brûlés, n'est-ce pas? Le professeur doit sentir quelque chose de frit. Ces échantillons n'étaient vraiment pas parfaits, mais un mage ne peut pas anéantir une escouade entière. Il était donc bien de niveau 4. Le protagoniste se demanda ce qu'était la créature à côté de lui. C'était l'enfant du professeur. Il appelait cette créature son opus magnum. Le mangeur, l'incarnation de sa philosophie. Elle se nourrit de chair pour évoluer. C'est l'avenir de l'humanité. Le professeur s'est écrié que c'était la branche parfaite de l'humanité. Et le protagoniste s'est empressé de se couper le poignet. Il était littéralement à quelques secondes. Le professeur a appuyé sur le bouton avant qu'il ne puisse se couper le poignet. Cannibalisme, évolution et avenir. Verdun comprit alors ce qu'il essayait de faire. Le mana du mage fou avait fait mariner la viande jusqu'aux os, et maintenant l'enfant du professeur allait la goûter. Il prononça même le mot « gobble ». Cette créature pouvait-elle vraiment parler? Elle a crié qu'elle avait faim, et cet homme a l'air délicieux. Il a donc décidé de le manger. Cette créature peut s'amplifier. Les magiciens passent des années à pratiquer de tels tours, où ils utilisent de puissants artefacts. Il ne s'arrêtera pas. Il a assez d'habileté pour lancer des attaques sans fin dans les seuls angles morts du personnage principal.
Avec un tel niveau de compétence, il mérite d'être appelé Opus Magnum. Pour n'importe quel aventurier, cette bataille sera clairement à couper le souffle. La créature voulait déjà détruire le bouclier maudit. Cependant, le protagoniste l'a attaqué, ce qui a fait s'écraser la créature contre le mur. Mais un tel dévoreur n'est toujours pas à la hauteur. Il a une habitude. Pendant 7 ans, il a vécu en Bohémyrna comme sujet de recherche. Il a donc dû réprimer sa rage en permanence. Puis, lorsqu'il rentrait dans sa chambre après les expériences, il se servait des émotions accumulées comme d'une force motrice pour compléter la théorie de l'affrontement avec les cieux. C'est peut-être pour cela que plus il ressentait, plus la colère jaillissait. Puis les sentiments ont cessé d'obscurcir l'esprit, et il a commencé à penser rationnellement. Le meilleur travail du professeur, le mangeur, comme il l'appelait lui-même. Les capacités physiques de cette chose sont comparables à celles des bouffons orques de Pit, et il se régénère à peu près de la même façon. Mais la flexibilité et la vitesse du dévoreur sont bien plus grandes. Mais cela s'arrête là. Le dévoreur a pu esquiver ce coup, mais il ne s'attendait pas à être transpercé par une lance de terre. Cet idiot n'a même pas réalisé qu'il s'agissait d'un piège. Ensuite, le type activa la flèche magique. N'importe quel chevalier serait capable de le vaincre. Le mangeur ne reconnaît même pas les feintes les plus simples. Il se contente de frapper avec ses poings, bien qu'il soit très fort. Une bête sous forme humanoïde. Elle est trop faible pour être considérée comme sa plus grande création. Le professeur ne comprenait pas comment c'était possible. Comment Opus Magnum a pu perdre. Cette créature absorbe les traits de sa victime par absorption, et devient ainsi de plus en plus forte. Cette création est l'homme du futur, un néo-humain. Et pourtant, il était tombé si bas dans cette bataille. Mais le professeur se convainc que cet enfant vient à peine de s'éveiller. Il avait encore faim, et ne pouvait pas encore utiliser toute sa puissance. S'il avait eu une autre chance, il aurait nourri cette confiture avec sa main coupée pour qu'elle reprenne des forces. Ensuite, il aurait tué le mage et se serait échappé. Étant donné la structure de l'installation et les traces laissées, il devrait y avoir des archives. Le protagoniste a donc demandé où se trouvaient les registres des expériences. Après tout, il a dit qu'il s'agissait de son enfant. Par conséquent, si le professeur ne les lui remet pas au travail, cet enfant mourra sous ses yeux. Le professeur a accepté. Il pensait que c'était une bonne occasion. Puisque cet enfant est aussi un mage, après avoir vu les dossiers, il pourrait le laisser vivre. Le professeur ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il jette un coup d'œil à ces documents. C'est toute la valeur de ces recherches brutales. Verdun commence à feuilleter ce livre. Mais il ne pense pas en avoir besoin. Le professeur lui a demandé ce qu'il se permettait. D'un point de vue biologique, ces études sont d'une valeur suprême. Sauf violation de l'éthique, elles pourraient même rivaliser avec la tour magique de Bohémyrne. Il se trouve qu'il n'est pas du même avis. De plus, le plan décrit à la fin de ces journaux pourrait coûter beaucoup d'argent à l'humanité. Le professeur se demande si ce salaud ne va pas tout simplement les tuer, lui et le néo-humain. Si le professeur lui expliquait ce qu'était l'Arche, il reviendrait peut-être sur sa décision, mais il ferait mieux d'oublier. Jason est déjà en route, il n'y a pas de temps à perdre. S'il veut éviter les complications, il devra finir ici. Il est temps qu'il disparaisse de ce monde. Le professeur a demandé qu'on lui donne une autre chance. Il n'en avait pas encore fini après tout. Mais à ce moment-là, le protagoniste a décidé de le brûler vif. Jason a demandé si M. Asher allait bien. Celui-ci répondit qu'il allait bien, et il vit que Jason n'avait pas l'air blessé non plus. Il semble s'être occupé du tueur. Asher demande à ce qu'il communique de manière informelle. Jason lui a donné un violent coup de poing sur le côté. Si un vice-capitaine comme lui est dans un tel état, l'autre homme sera probablement blessé bien plus gravement. À en juger par ce que Jason a dit, il s'est éloigné. Il avait une sorte de carte dans les mains. D'après la topographie, c'était près de Marthe. Jason se demandait ce qui brûlait là-bas. Cependant, le protagoniste s'intéressait aux marqueurs rouges. Soudain, il ressentit un mal de tête, ainsi qu'une perte de force. D'après ce qu'il sait, c'est un symptôme de l'épuisement du mana. On dirait qu'il n'a pas fait le compte et qu'il a trop dépensé. Il y réfléchira plus tard, pour l'instant il doit rentrer. Quelques jours se sont écoulés depuis la défaite du professeur. La paix semble être revenue dans la ville après l'incident du Togo. Le maire était furieux après avoir confirmé les plans du professeur et l'existence du passage souterrain. En conséquence, les chevaliers de la ville ont été mis en état d'alerte. Les troupes ont procédé à un ratissage complet de la ville et ont renforcé les défenses. Les commandants ont annoncé qu'ils chercheraient de nouveaux passages et qu'ils fermeraient ceux qu'ils trouveraient. Mais ce n'est plus le problème du protagoniste. Ce qui le préoccupe désormais, c'est l'injection de stimulants destinés à accroître la circulation du mana. Grâce aux injections qui agissent sur les capacités du corps, il a réduit les années nécessaires à un mage à quelques semaines. Il était temps de passer à l'étape suivante. Verdun avait atteint l'environnement du 3e rang dans le système de magie élémentaire.
Il s'avère que le professeur est mort. Il avait déjà pensé à s'occuper du professeur lui-même. Maintenant, cet homme ne l'ennuierait même plus. Il a également appris que le professeur avait été tué par le mystérieux Asher. Il allait devoir rencontrer cette personne en personne. Le terrain d'entraînement des Chevaliers de Marthe. C'était aussi là qu'il s'entraînait. Un endroit marqué sous la direction du professeur. Pour en venir au fait, il s'agissait d'un vieux centre de recherche déjà abandonné, situé dans la forêt à la frontière de Marthe, et caché par un arbre massif par la suite. Il y avait une photo à laquelle on ne pouvait accéder qu'après avoir déverrouillé un dispositif mécanique. À l'intérieur, à part des rats et des insectes, aucune forme de vie significative n'a été trouvée. La seule chose qu'ils ont trouvée est l'emblème en forme de croc mentionné dans le journal du professeur. Et la peau d'un mawat connu pour sa grande endurance physique. Il n'y avait aucune information sur un groupe appelé l'Arche ou sur des personnes impliquées dans la culture de néo-humains. D'autres, en revanche, comprirent pourquoi ce mage fou s'entraînait aux techniques de la lance. Son professeur avait dû le frapper à la tête avec un bâton. Quoi qu'il en soit, une précieuse peau de marbat lui était tombée entre les mains, et il a réussi à éviter une catastrophe dans la ville. C'est un bon résultat. Jason a rapporté que le maire était à la recherche d'Asher. Henry lui était très reconnaissant. Grâce au plan terroriste qu'Asher avait découvert, ils ont pu attraper les restes du groupe qui se cachait dans la ville. Cependant, ils n'ont pas pu obtenir d'informations significatives. Tous ceux qui ont été capturés n'étaient que des fous qui ont été manipulés par cette crapule notoire qu'ils appellent le professeur. Henry a également demandé à comprendre le fait qu'il devrait retenir la contribution significative d'Asher à l'affaire, malgré le fait qu'il ait été important. C'est logique, car sinon les citoyens paniqueraient. La réputation est importante. Le protagoniste doit construire la sienne s'il veut gagner de l'argent et acquérir de l'expérience. S'il est reconnu comme le mage qui a sauvé la ville, il aura probablement plus d'opportunités, comme dans le territoire de Pitt. Cependant, il y avait une raison pour laquelle il avait accepté de garder l'incident secret. Ils en étaient venus à l'entreposage d'objets rares. Ces objets avaient été acquis directement par la ville ou par des criminels. Un dépôt d'objets magiques. Et Henry de répondre qu'il pouvait prendre n'importe quel objet, qu'il prenne ce qui lui plaît. Il recevrait une récompense bien plus précieuse pour ses efforts que de l'argent. Qu'il s'agisse d'une épée en mithril habilement fabriquée et facile à remplir de mana, ou d'armes et d'artefacts magiques de grande qualité. Des armes de haute qualité et des artefacts magiques. Il peut choisir ce qui lui convient le mieux. Les occasions de gagner en renommée sont nombreuses, mais celles d'obtenir des artefacts magiques aussi rares sont rares. Le protagoniste a demandé à ce qu'il soit évalué. Le maire est surpris que ce mage soit capable de comprendre la valeur d'un artefact. C'est impressionnant. Bâton d'évasion. Augmentation mineure de la vitesse d'exécution des sorts. Très légère réduction du coût en mana de la magie de terre. Dans l'ensemble, la plupart de ces objets ne sont pas mauvais, mais ce qu'il a maintenant est encore mieux. Manteau magique. Résistance mineure aux attaques physiques. S'apparente également au feu. Anneau de régénération. Régénération mineure des blessures. Régénération mineure de la santé. Tout cela est utile, mais il n'y a rien qui vaille pour lui personnellement. Il devrait peut-être vendre l'épée de mithril et acheter autre chose. Il remarque un anneau intéressant. Il ne réagit pas au grade. Ce n'est donc probablement pas un objet magique. Henry répondit qu'il n'était pas nécessaire de se dépêcher, car il avait tout son temps. C'est ainsi que toute la journée s'écoula. Henry s'excusa, mais il était déjà temps de prendre une décision. Le personnage principal a également changé à cause de sa lenteur. L'homme pensait qu'il allait choisir quelque chose rapidement, mais il examine tout très attentivement. Il aimerait prendre ceci. Le collier a une défense, une barrière de mana automatique. C'est un bon choix. Mais cela ne demande-t-il pas plus de mana que de créer manuellement une barrière? En fait, ce n'est pas vraiment un problème pour lui. Laisser partir ce type est juste un peu dur de sa part. Henry a donc décidé de lui donner également cette bague qu'il avait regardée récemment. Mais après tout, il a bien dit qu'on ne pouvait prendre qu'un seul objet. Le protagoniste a donc été surpris de pouvoir prendre les deux. Après tout, il est le héros de cette ville, alors une autre babiole n'est rien. En fait, Verdun a prévu de rester ici un certain temps. Il a besoin de quelque chose de très important. Henry lui répondit que s'il pouvait l'aider en quoi que ce soit, il n'avait qu'à le dire. Mine du territoire de Viron. L'homme perce les rochers à l'aide de sa pioche. Et là, il aperçoit un crâne. L'autre s'est mis à crier et lui a demandé pourquoi il paniquait. Apparemment, il n'avait jamais déterré d'os auparavant. En fait, il pensait qu'il y avait quelque chose d'étrange ici. Un coup de pioche normal aurait dû briser ce crâne. C'est comme si quelque chose n'allait pas. Pourquoi est-il intact? L'autre homme, cependant, décida de planter ce crâne. Il lui a dit de prendre sa pioche et de se remettre au travail. Ils doivent terminer. Cependant, le corps de l'homme tremblait.
Il y avait quelque chose dans son dos. Les autres n'en croyaient pas leurs yeux non plus. Au début, ils pensaient qu'il n'y avait rien derrière lui. Ce n'est qu'ensuite qu'ils ont remarqué le mort-vivant. L'homme voulait seulement crier à tout le monde de sortir de la mine, quand soudain il fut tué, comme les autres. Une rumeur commença à se répandre selon laquelle des morts-vivants étaient apparus dans la mine du territoire de Viron. Avec l'apparition de créatures impossibles à tuer, l'état d'urgence fut déclaré à Viron. Des témoignages de survivants des mines se sont répandus. Tout le territoire est plongé dans la peur. Pendant ce temps, l'histoire tragique de Viron commençait à se répandre de bouche à oreille. Un messager de Viron arrive également à Martès. La nouvelle parvint ainsi à Verdun. Verdun demanda s'il s'agissait d'un exemple de sort magique correct. Iris lui dit d'essayer d'aller vite. Il fallut un mois entier pour l'apprendre. Cela faisait un mois que le professeur avait été tué. Pendant tout ce temps, il avait appris la magie avec Iris. Il avait augmenté sa force, sa vitesse de réaction et ses sens. Ensuite, il avait activé le sort de barrière. Puis il a utilisé la concentration de mana. Verdun avait atteint un niveau tel qu'il pouvait les utiliser en combat réel. Iris n'en revenait pas. Le mage avait vaincu l'orc à main nue en seulement 13 secondes. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire, ce type? Les leçons ont visiblement porté leurs fruits, et le protagoniste la remercie. Iris lui répondit que c'était simplement parce qu'il était génial. Il pourrait probablement apprendre toutes ces choses tout seul. Il n'y avait plus de livres, et il stagnait. Sans Iris, il n'aurait pas pu apprendre la magie des sorts. Normalement, quelqu'un pourrait penser qu'il est doué s'il est capable de tout faire tout seul. Malgré ses compétences, il est humble et séduisant. Existe-t-il une personne aussi merveilleuse? Tout simplement parfait. Il a tous les avantages. Alors pourquoi ne s'intéresse-t-il pas du tout aux relations amoureuses? Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a commencé à soupçonner qu'il avait un tel problème. Verdun répondit qu'il n'avait pas ce problème. Iris fut surprise, comme s'il avait lu dans ses pensées. C'était écrit sur son visage. Iris a commencé à dire qu'il avait tout faux. Elle continuait à dire que ce n'était qu'un énorme malentendu. À la porte, le chef de la guilde des aventuriers de Martès les attendait. Il avait une requête à formuler. Oscar, le chef des aventuriers, avait lancé une enquête lorsque Verdun avait été accusé à tort. La raison pour laquelle une telle personne a cherché le protagoniste est peut-être que des hordes de morts vivants sont apparues dans les mines près du territoire de Viron, à la frontière de Martès. Leur nombre est si important qu'ils ont besoin d'aide. La rumeur veut que le contact avec les morts vivants provoque des malédictions et des maladies. Pour cette raison, aucun aventurier n'a accepté. Oscar apprend alors que le protagoniste a tout réglé avec le professeur et qu'il est venu le voir. En général, il ne voulait pas vraiment s'impliquer dans cette affaire, mais il n'avait plus d'argent. De plus, il voulait profiter de l'occasion pour améliorer sa réputation, alors il a accepté. Tout le monde parlait de ce magicien atypique. On dit qu'il s'entraîne depuis peu au combat rapproché avec un bâton ou une lance. Non seulement il est beau, mais il est en pleine forme. Asher répondit qu'il avait entendu d'étranges rumeurs et qu'il voulait savoir si elle était au courant. Iris répond que non. Mais en fait, elle le savait déjà. En tout cas, il ne s'attendait pas à ce que son groupe y aille aussi. Iris n'a pas peur des morts vivants? Bien sûr qu'elle n'a pas peur d'elle. Les rumeurs stupides sur les malédictions n'affectent pas les diplômés de l'académie comme elle. De plus, ils seront en soutien sur la ligne arrière au lieu de la ligne de front. C'est une excellente occasion d'obtenir une récompense sans avoir à se battre. Elle n'a pas intérêt à donner l'impression d'en être fière. En d'autres termes, cela signifie qu'ils ne font pas partie du groupe de combat. Le protagoniste espère également que c'est une très bonne occasion comme elle l'a dit. Un jour s'est écoulé depuis l'envoi de l'expédition. Il utilise le vol sans escale depuis hier. Il craignait que sa mère n'aille pas bien. Mais ce type semble garder ses distances avec eux. La fille aux cheveux bleus a demandé à Iris comment était leur relation. Ils ont l'air assez proches. On peut dire qu'ils sont comme des camarades plus âgés et plus jeunes. Lors de la dernière mission, son groupe s'est retrouvé en difficulté. Un huissier est soudain apparu et les a sauvés. Après cela, ils sont devenus proches. Soudain, il a ressenti quelque chose. La jeune fille a pensé qu'ils étaient tous deux diplômés de la même académie. Mais Iris lui répondit que votre ouvrier ressemblait à votre mentor, mais que la différence d'âge entre eux était minime. Son interlocutrice n'a pas vraiment compris. Le personnage principal leur sauta dessus en parlant de la horde de morts vivants aperçus devant eux. Il semblait poursuivre les habitants du territoire de Viron. Il décida d'aller de l'avant pour les aider. C'est encore assez loin de la zone de collision, mais ils sont nombreux. C'est l'occasion rêvée. Il avait consacré un mois entier à la magie des sorts, et à cela. Il était temps de voir les résultats. Parmi les trésors qu'il avait volés à la tour de magie, se trouvait un grimoire. Il ne pouvait être utilisé que par les mages de 3e niveau et plus.
Mais le simple fait d'ouvrir ce livre augmente la puissance magique du lanceur de sorts. C'est un objet rare que tous les mages souhaitent obtenir. Seul un maître de la tour magique peut le créer. Il nécessite des matériaux coûteux, c'est pourquoi seul un nombre limité de grimoires est fabriqué. La plupart d'entre eux sont déjà utilisés, ce qui les rend inefficaces. Celui qui l'a apporté est un grimoire élémentaire non enregistré. Le protagoniste y a gravé un cercle magique complexe et permanent appelé le lien. C'est maintenant qu'intervient le premier véritable test après avoir complété le lien avec ce grimoire. La manipulation géographique. L'occasion rêvée de tester son pouvoir. Il leva la main vers le haut, et une main de terre apparut à son tour. Une voie aérienne, flamme, un double sort, une explosion. Tous les morts vivants étaient en feu. Il utilisait le vol depuis hier, et il avait encore assez d'énergie pour utiliser des sorts comme celui-ci. Le sort qu'il avait noté dans le grimoire était un sort de terre. C'était peut-être le résultat d'une combinaison entre l'immense mana de son corps modifié et sa supériorité sur le ciel. Et de la manipulation géographique améliorée par le grimoire. Ce n'était pas pour rien. Iris remarqua qu'il avait déjà dépassé le niveau 4. Ce n'était clairement pas la compétence d'un mage de niveau 3. Soudain, un mort-vivant apparut derrière elle. D'un seul coup d'arme, le mort-vivant fut vaincu par un homme. L'homme était en colère, ne réalisant pas où était passé tout son butin. Un énorme guerrier en armure de platine maniant une hache, ce n'est pas possible. Pourquoi personne n'a rien dit? Il demanda où se trouvait tout son butin. C'est le boucher Galliarque qui se trouve devant eux. Pourquoi cet homme est-il ici? S'il parle des morts vivants, ils sont tous morts. Mais ils étaient des dizaines. Lorsqu'ils étaient loin d'ici, on a parlé d'une horde de morts vivants. Il devait y en avoir pas mal, mais elle a dit qu'ils avaient tous été détruits. Aurait-il pu faire tout cela? Il s'approcha et l'appela homme aux cheveux gris, lui demandant si c'était lui qui avait fait cela. Asher a répondu qu'il l'avait fait. Quel est le problème? C'est très impoli de répondre comme ça. Je veux dire, il est venu ici parce qu'il a été engagé pour chasser ces morts vivants. Ils étaient sa proie, et ce type lui a juste volé son travail. Ce magicien s'est mis en travers de son chemin. Il ferait mieux de se faire payer.